Qu'est-ce que c'est que ça? Non, 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 non. Ah, pardon. Ah, voilà. Bonjour et bienvenue pour ce 9e épisode d'Agatha Christie. Nous sommes Craig et Delphine, et tous les mois nous vous présentons une œuvre d'Agatha Christie. Nous abordons sa bibliographie dans l'ordre chronologique de publication, et dans chaque épisode nous vous proposons une présentation de l'œuvre, un résumé complet, un point sur la place de l'œuvre dans la vie de l'auteur, et pour finir les adaptations que nous avons trouvées. Je suis désolée, j'ai du mal à parler, j'ai le nez qui se bouge, j'ai un rhume et c'est très très embêtant. Bon. Le samedi suivant l'apparition de l'épisode, un concours en collaboration avec le livre de poche sur nos comptes Facebook et Instagram vous permettra de gagner le livre d'un futur épisode. Lors de chaque épisode, nous sommes accompagnés d'un ou d'une invitée. Et aujourd'hui, c'est un invité. Nous recevons David. Bonjour David, est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour, alors je suis David. Je suis un auditeur de podcast qui s'est mis au podcast. Et donc, j'ai été invité. C'est rare. Oui. Je suis un podcasteur sans micro, il faut le savoir. C'est jamais moi qui parle. Donc là, cette fois-ci, ça va être moi. Je vais donner mon avis. C'est très important de donner mon avis. Exactement. Et dans quel podcast on peut te retrouver, du coup ? Tu dis que tu t'es mis au podcast. Alors attention, Les Yeux Clos, qui est le podcast de base. Ensuite, Je déteste les podcasts, qui est un podcast qui n'aime pas les podcasts. J'en ai écouté quelques-uns aujourd'hui, c'était très drôle, oui. Voilà. Et ensuite, j'avais lancé Beau Cadavre, que j'ai transmis à Galaxy Pop. Normalement, il y a ceux qui l'ont repris, parce que c'était un peu compliqué à gérer. Et là, j'en ai lancé un vendredi soir. J'ai eu l'idée vendredi midi, et je l'ai lancé vendredi soir. Ça s'appelle Alexom. Et Alexom, c'est le streetcast de votre assistant vocal. Voilà. Et sinon, je réalise aussi 2 autres podcasts, pas pour moi. Je réalise Travail ma sœur pour Mario, qui est un podcast sur le travail des femmes. Donc, je réalise. Elle fait ses enregistrements. Et j'ai aussi réalisé un documentaire qui s'appelle Annie Larsouille, qui est en fait le récit de la vie de la tante de Céline. J'ai enregistré sa tante et j'ai fait le montage, j'ai fait la réalisation. Voilà. C'est pas mal. Vraiment, David, quelle boulimie de podcast. Mais toujours sans ta voix. Ouais, sans ma voix. Un petit peu au début d'Alexom. D'accord. Voilà, c'est tout. On écoutera ça alors. Ok. Et du coup, alors, quel est ton rapport avec Agatha Christie ? Il y a 2 livres. Et ces 2 livres, il y a vraiment 2 livres qui m'ont marqué. Donc le premier, c'était Ils sont 10. C'est ça, mais c'est le nouveau titre. À l'époque, Ils étaient 10. Ouais. À l'époque, c'était le titre qu'ils ont bien fait de changer. Et en fait, ce livre est très particulier. Je l'avais emprunté, j'étais au collège, je devais être en 5e. Donc c'est il y a quelques temps. Et j'ai emprunté ce livre, c'était le dernier jour avant les vacances de Noël. J'ai un souvenir très très précis. On avait études, tu sais, les profs n'étaient pas là. Et je l'ai pris, j'ai commencé à le lire. Il devait être 3 heures. Et je l'ai fini dans la nuit à 2 heures du matin. Ah oui. En fait, ce livre, il y a quelque chose qui m'a emporté. Et elle a un vrai talent, pour raconter une histoire et faire oublier tout ce qu'il y avait autour. Ça a quelque chose qui m'a marqué. Et j'ai vécu la même chose avec le crime de l'Orient Express. Où, effectivement, là, je l'ai lu. Je pense que j'ai dû faire à peu près la même chose. J'ai dû commencer dans la matinée et j'ai dû le finir dans la nuit. J'ai
j'étais, ouais, je dois avoir 1 an de plus. Ouais. Et ce qui m'a fasciné chez elle, c'est sa capacité d'écriture et cette espèce de machiavélisme où on se laisse emporter, on voit pas arriver les choses. Elle construit très bien ses histoires. Et psychologiquement, je pense qu'elle est psychologiquement, elle sait établir un personnage, c'est évident. Ça, c'est clair, Ouais. elle est très forte pour ça. Très très fort. Voilà. Après, j'ai lu d'autres, mais j'ai sans doute lu Meurtre en Mésopotamie, si je me souviens bien. Ouais. C'est un meurtre avec un acide dans le verre sur une table de chevet. Mais je l'ai lu, celui-là, je me souviens, il m'a pas trop marqué. Ces deux-là m'ont marqué dans la construction, dans cette espèce de machine infernale qui vous prend et qui vous emmène. Et ça, c'est quelque chose qui marque énormément. Ouais, Complètement. Ouais. Voilà. Du coup, le Train bleu, c'était pas un roman que tu avais déjà lu? Non, du tout. Absolument pas. Et on a oublié de te poser une question. Pourquoi tu as accepté de participer, en fait? Parce que j'aime bien votre podcast. Voilà. Merci. Et parce que Agatha Christie, c'était pour moi, c'était un moyen de m'y remettre, en fait. Je pense que c'est un moyen de replonger dans un livre d'Agatha Christie. Parce que ces deux souvenirs-là sont vraiment très importants dans une vie de lecteur. Il y a des livres qui marquent. Oui. Et ces deux-là, fondamentalement, ils sont. En plus, c'est l'adolescence. Voilà. J'étais un gros lecteur. Et c'était un moyen de m'y remettre et de me replonger là-dedans. Ouais, il y a quelque chose qui me dit, tiens, est-ce que ça me plairait toujours? Ouais. Voilà. Est-ce que ça me plairait encore? Et oui. Et alors, verdict? Oui. Alors, elle a toujours ce talent, son talent d'écriture et tout. Bon, après, je suis un peu plus dubitatif sur le livre, sur l'histoire, mais globalement, elle a parfois des punchlines qui sont intéressantes. Elle est là, quoi. Elle est là. Elle Alors, a un talent pour le dialogue. Alors, succinctement, est-ce que tu peux nous donner vraiment succinctement, parce qu'après on va l'aborder de manière un peu plus complète, mais ton avis sur le livre? Un peu trop long. Une mise en place qui est longue, très longue. Après, je pense que la fin est presque, au bout d'un moment, elle n'est pas importante. Enfin, je pense que c'est le reste, les personnages, comment ils se situent. Il y a un personnage que j'ai vraiment beaucoup aimé, je sais pas si je peux le lire, mais on peut. Vas-y. Lennox, j'ai beaucoup aimé Lennox. La jeune fille adolescente, qui est vraiment, vraiment très très bien. Ensuite, il y a un truc qui m'a gêné. C'est en fait qu'il y a quand même des clichés un peu racistes, notamment xénophobes, antisémites, pardon, à un moment. Mais je pense que là, c'est une époque et il y a quelque chose, voilà, notamment le personnage de l'antiquaire dont on parlera. Voilà. C'est clair, quand on lit, là, ça fait tilt, ça s'allume, quoi. Ça a fait un peu, ça nous a fait un peu tiquer aussi. Aussi, oui, on a réagi aussi. Oui. Effectivement. Ouais. Là, ça m'a un peu gêné, mais après, globalement, c'était un bon moment, quoi. Ok. On va passer à la présentation générale de l'œuvre. Bien sûr. Delphine, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors d'abord, un pitch rapide. C'est un riche américain, Mr. Van Aldine, qui achète un trio de rubis supposés des bijoux de la couronne de Russie, dont le mystérieux cœur de feu. Il offre ces pierres précieuses à sa fille, Ruth Kettering, et on apprend alors qu'elle est malheureuse dans son couple et que son mari la trompe avec une danseuse de cabaret. Van Aldine va la pousser à demander le divorce et il s'occupera de tout pendant qu'elle partira en vacances avec le train bleu, direction la Riviera. Et on en verra plus dans le grand résumé de Greg. Le titre original était The Mystery of the Blue Train. Donc là, le train bleu, bon, il manque un petit bout, mais on va dire que c'est pas déconnant niveau traduction. Il a été publié le 29 mars 1928 à Londres aux éditions Collins et il est apparu en France en 1932. C'était le numéro 122 de la collection du Masque de la librairie des Champs-Élysées. C'est un livre qui faisait en édition originale française 351 pages. Dans mon intégrale du Masque, papier Bible, c'est 202 pages et au livre de poche, c'est à peu près 220 pages. J'ai regardé en audiobook, il fait 7h04 quand même, en VO, et qui est lu par Hugh Fraser, qui joue le capitaine Hastings dans la série Agatha Christie's Poirot. Je suis curieuse de l'écouter d'ailleurs du coup.
La traduction pour les éditions des Champs-Élysées a été faite en 1928 par Louis Postif et par Étienne Letem pour l'intégrale de 1990. Donc toi, tu as lu une autre version également d'intégrale avec une traduction un peu différente de la Oui, mienne. alors c'était un peu particulier. Ouais, on peut en parler tout de suite. C'est vrai qu'il y a c'est une maison d'édition qui a disparu et qui est vraiment très peu connue et qui a fait cette intégrale de Christie. Et je ne sais pas sur quelle traduction elle s'est basée. Mais on a vraiment des différences sur le nom notamment de la ville où Catherine Gray se situe. Oui, moi j'ai Sainte Mary Mead, M-E-A-D, comme dans Miss Marple. Et moi, fait. c'était Sainte Mary Mad. Et aussi, on a Loulou, donc le mari de le Lady, chéri de la cousine Lady Tramplin, qui, Ah ouais. D'accord. qui moi, dans ma version, s'appelle Chubby. Oui, Chubby aussi. Ouais, Et Chubby, c'est son nom en VO en fait. Voilà. Et j'ai une traduction gros bébé à un moment, un truc comme ça. Ah bah oui. C'est ça, oui, non, Chubby, ouais. avec des grosses joues. Ouais. Ouais, Chubby, c'est Ouais. ça, c'est... Alors que moi, Très j'ai pas ça étrange. du tout. C'est vraiment Loulou et c'est la nouvelle Voilà. traduction. Donc il y a des petites adaptations. Des petites choses un peu D'accord. différentes, oui. Ouais. C'est vrai. Mais bon, c'est pas grave. Non. On arrive à s'y faire, à s'adapter. Oui, c'est juste que quand on parle de la même chose, mais qu'on n'a pas les mêmes noms, des fois, C'est un peu difficile. c'est un ouais. peu particulier. Mais c'est qui? Mais de qui tu me parles? Mais c'est qui ça, Chubby? Je connais pas, moi, c'est le Loulou. Ouais, surtout qu'au début, ils mettent Chubby et après, ils mettent gros bébé. Enfin, c'est Ouais. étrange. Ouais, il y a quelque chose. Bon, bah voilà, on sait d'où ça vient du coup. C'est un problème de traduction. Ouais. Je te propose qu'on passe au résumé. Allez, moi je suis prêt. Donc attention, si vous n'avez pas lu le livre et que vous ne voulez pas que l'histoire vous soit divulgachée, faites pause, filez lire le livre et revenez nous écouter. Et autrement, vous pouvez passer au chapitre suivant pour avoir notre avis. Voilà. Parce que là, le résumé, on va vraiment tout vous dire. Et David, libre à toi d'intervenir pour me corriger parce que je raconte souvent des bêtises ou pour compléter ce que je pourrais raconter. Voilà, dire ce que tu en penses aussi, faire part de ton indignation si nécessaire, n'hésite Ouais. pas. Ah, il y en aura. C'est pour ça que je dis, j'avais bien compris. C'est parti? C'est parti. Ok. Une transaction a lieu dans un appartement parisien. Un diplomate du nom d'Ivanovitch y retrouve une certaine Olga Krasnine. Ils savent l'appartement surveillé. Un Américain les y rejoint et reçoit un objet. Pour l'instant, on va se contenter de dire un objet en échange d'une forte somme d'argent. Puis il repart. Lorsqu'il quitte l'immeuble, il est suivi par deux hommes qui semblent être aux ordres d'un homme aux cheveux blancs. L'homme en question fait mine de se promener et retrouve un attroupement. Un badaud lui apprend qu'un Américain a été agressé mais a pu mettre en fuite ses agresseurs avec son pistolet. Fort de ces informations, notre homme se rend ensuite chez un antiquaire en se faisant annoncer comme Monsieur le Marquis. Il est reçu par le propriétaire des lieux, Monsieur Papopoulos, et l'informe de l'échec de l'attaque, tout en assurant qu'il a un autre plan. Lorsqu'il repart, Papopoulos échange avec sa fille Zia sur la situation. On apprend notamment que Monsieur le Marquis est anglais et que ce qui semble attirer les convoitises est un ensemble de rubis. On retrouve un peu plus tard l'Américain qui est rentré pendant ce temps à Londres, plus précisément au Savoy. Rufus Van Alden, puisque c'est son nom, il retrouve son secrétaire, Knighton, et récupère son courrier, parmi lequel une lettre de sa fille, Miss Kettering. Juste, toi, il s'appelle comment l'antiquaire? Papopoulos. Alors moi, il s'appelle Papopoulos. Ah, Attends, je regarde dans la mienne. Non, c'est un peu étrange. ouais. Mais c'est- D'habitude, il n'y a pas autant Ça de... nous l'a déjà fait quand tu as lu une autre histoire. Ouais, ouais. il y a- C'était. Moi, j'ai pas Secret des Poulos, Chimères. ouais. Tu vois, Papopoulos. Et moi, j'ai on a la même... Papopoulos. Ouais, mais on est en majorité. Ah, mais moi, j'ai la dernière traduction de l'intégrale officielle. Ouais, mais c'est moi qui vachement fais le bien remise résumé. à jour. Ouais, Mais c'est bon, comme ça. C'est ça. C'était avec Fanny, on avait eu le problème aussi. Voilà. Donc, Rufus Van Alden retrouve son secrétaire Knighton et récupère son courrier parmi lequel une lettre de sa fille Miss Kettering. Il confie à son secrétaire qu'il compte offrir à sa fille son butin du soir, les rubis donc, qui comporte les 3 plus gros du monde, ou 3 parmi les plus gros du monde en tout cas, dont le cœur de feu qui aurait été porté par Catherine de Russie et qui vaudrait de 4 à 500 000 $. C'est ça. C'est une jolie somme. Pas mal déjà. La lettre enrage l'Américain, qui révèle que sa fille, Ruth, est, comme tu le disais, est malheureuse dans son foyer, et il entreprend de lui rendre visite. Il retrouve un peu plus tard sa fille et lui demande où en est la situation avec son mari, qu'il juge être un bon à rien ne l'ayant épousé que pour son argent,
et qui actuellement parade au bras d'une autre femme. Ruth lui révèle qu'elle ne l'aime plus. Il lui offre les rubis et lui conseille de divorcer avant de repartir, persuadé qu'elle ne lui dit pas tout. Il reçoit ensuite Mr. Gobi, directeur d'une agence de détectives, puis son gendre Derek Kettering, à qui il annonce le projet de divorce monté avec sa fille. Loin de se départir de son calme, Derek propose d'attendre la mort de son père, faisant de lui un lord et de sa femme une noble, prétendant que c'est dans ce but que Ruth l'a épousée. Il la dépeint d'ailleurs sous un jour plutôt froid, indiquant notamment qu'elle n'aime personne plus qu'elle-même. Déconcerté, Rufus retourne chez sa fille, non sans croiser un ancien galant de cette dernière qu'il ne reconnaît pas tout de suite. Il s'agit en réalité d'un certain comte de la Roche, dont Ruth s'était entiché à Paris, quelque temps avant de rencontrer Derek. Lorsqu'il lui demande si elle l'aime, elle élude la question. On revient sur Derek. En repartant de la chambre de son beau-père, non sans avoir croisé une femme aux beaux yeux gris, il est allé voir Mireille, sa maîtresse, une danseuse parisienne. Il lui raconte ses déboires. Elle lui avoue sans trop de difficulté ni de gêne qu'il l'intéresserait beaucoup moins s'il était sans le sou. Elle va jusqu'à lui suggérer un accident arrivant à sa femme qui lui permettrait d'hériter d'une jolie somme, et elle d'un beau rubis. Elle révèle également que Ruth aurait prévu, sous couvert d'un séjour sur la Riviera, de rejoindre son amant de la Roche à Paris. Mais comment elle sait tout ça? Ha ha. Même pour l'histoire des rubis, comment elle le sait, tu vois? Ha ha, on va voir plus tard. Derek quitte les lieux. Il y a quand même un festival de clichés assez impressionnant Déjà dès le début, oui. sur les femmes. Waouh. Ah mais ça passe parce que c'est une femme qui les écrit. Non. C'est le festival du patriarcat aussi. Le papa décide pour la fille. Alors, Alors le point de vue sur le divorce s'explique par la situation actuelle d'Agatha Christie au moment de l'écriture. Ouais. Et pareil, son point de vue sur les femmes qui craquent pour les hommes sans honneur, ça se comprend aussi quand tu sais que son mari l'a trompée, quoi. C'est juste après, alors. C'est juste après le... C'est juste après... c'est pendant leur... À ce moment-là, j'y reviendrai après, mais c'est pas grave. Au moment de l'écriture, son mari la supplie de divorcer, elle refuse parce que pour elle, ça ne se fait pas de divorcer. Elle a beau être progressiste à sa manière, ça n'en reste pas moins quelqu'un de la bourgeoisie anglaise. Voilà. Et donc avec des choses qui se font et d'autres qui ne se font pas. Il y a une certaine étiquette Tout à fait. à suivre. Et l'américain aussi qui achète le titre de noblesse, quoi. Il y a quelque chose là-dessus. Après, ceci dit, ça correspond à, je pense, à une réalité de l'époque qui était que les riches marchands ou commerciaux essayaient de s'acheter une place au soleil en épousant des nobles, et les nobles, ça les arrangeait bien parce que eux, ils avaient un beau titre, mais ils avaient plus d'argent. En fait, à chaque fois que tu abordes cette époque-là, même par exemple des séries comme Downton Abbey, j'y pensais, il y a cette question de dire, effectivement, on a du prestige, mais on n'a pas un rond, donc ce serait bien de renflouer un petit peu les caisses, quoi. Gentilhomme, version Kapofsky. Ouais. C'est ça. Et même Agatha Christie, son père était un homme d'affaires américain assez fortuné. Sa mère était issue de la haute bourgeoisie, mais sans le sou. Et c'est les sous du père qui ont permis de renflouer la famille. Elle a pu observer sans doute. Elle reproduit ce qu'elle a connu. Ce genre de petits arrangements. Oh. Changement de décor. On retrouve une certaine Catherine Gray lisant son courrier. Elle y apprend par le premier que des lointains cousins de Miss Hartfield, la vieille dame pour qui elle travaillait depuis une dizaine d'années, contestent les dispositions testamentaires de cette dernière, dispositions qui sont en faveur de Catherine. Le second courrier lui apprend qu'elle est désormais riche, son ancienne maîtresse ayant fait des déplacements juteux tout en vivant chichement. Catherine échange avec le docteur de St. Mary Mead, ou Mead. Allez, je vais dire Mead pour te faire plaisir. Non, mais de toute façon, dans la suite, c'est St. Mary Mead. Oh, de toute façon, d'accord, tu dis comme moi, d'accord. Allez, je vais faire un petit pas. Vous avez vu la négociation dans le couple, comment ça se passe? C'est impressionnant. Mais... Wow. Je suis un observateur dans Striptease, l'émission. Voilà. Voilà. Tout en diplomatie, en subtilité. Donc on était sur le docteur de St. Mary Mead, où elle vit depuis des années, tout simplement. Voilà.
Elle annonce ensuite son intention de découvrir le monde et quitte bientôt la ville. Et on sent que c'est un peu une... Un soulagement. Bah, pour elle, mais dans la petite ville, c'est presque, tu vois, Un événement, un ouais. événement, quoi, parce ils sont... Ah, quand même, ça fait quelqu'un qui part, elle faisait partie des Des meubles. gens qu'on connaissait, tout ça. C'était un peu la jeunesse dans un truc un peu vieux, qui sont Tout à un peu fait. là. C'est ça, Moisi, je crois là, que Ouais. de mémoire, elle est rentrée au service de la vieille dame, elle avait 22-23 ans, et Ouais, elle voilà, sort 10 ça. ans après. Elle a sacrifié une partie de sa jeunesse au service de Ouais. cette dame, on va dire. Alors, Catherine est un personnage à la fois aussi agaçant que intéressant. Ouais. Et, Ouais, Ah, moi j'aime bien. Moi je l'aime bien. Ce qui est rigolo, par contre, c'est qu'elle s'appelle Catherine Gray, et on la décrit Avec comme des yeux ayant de gris. très beaux yeux gris. C'est pratique, quand même. Oui. Oui, Ouais. tout à fait. Ouais. Ouais, non. Les noms de personnages, c'est fondamental. Ah bah, on verra avec sa cousine. Moi, le nom de sa cousine m'a fait vraiment rire. D'ailleurs, on fait la connaissance de cette cousine, Lady Tramplin. Donc Ouais. voilà, Mademoiselle Tremplin. Hein. L'a bien nommée, parce que c'est quelqu'un qui saisit la moindre opportunité pour se faire mousser. Elle s'est auto-catapultée par d'avantageux mariages dans la bonne société. Complètement. Donc, elle a acquis lors d'un mariage la noblesse, elle a acquis lors d'un autre mariage la richesse, et ces derniers temps, c'est un peu plus difficile parce que son 4e mari, qui est beaucoup plus jeune qu'elle, oui. Ah bah là, c'est Lady Alors, dans des versions de Delphine, elle me montre, c'est Voilà. Lady Tamplin. Templin. Tamplin. T-A-M-P-L-I-N. Moi, j'ai ça aussi. Ah, toi, attends. maintenant, Ah, toi, tu vas avoir la même chose que moi. Tu dois je avoir la pense. même chose Tu que vas- Grey, je pense. Attends. Ouais, faut que je cherche, mais oui. Il était pas là Les noms, c'est une aventure. Hein. Il est plus là ton livre? Ah ouais, c'est quelque chose. Templin, attends, hop, je fais ça contre. Mais normalement, ouais, je crois que. Alors, Lady Templin est impressionnante, ouais. C'est une reine du Monopoly matrimonial. C'est ça. J'aime bien Elle est cette très, très, formulation. très, très forte. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Est-ce que là, on découvre aussi sa fille et sa fille, je crois que Lennox commence à parler, c'est sa fille. Ouais, Et Lennox, Lennox, c'est ça, c'est Lennox. Ouais. Là, on est Et d'accord. sa fille est extraordinaire. Parce Ah. que elle a une lucidité sur sa maman. Ah oui. Une avec très, lucidité très, et très en bon. même temps, elle lui pardonne, quoi. Oui, elle sait Ouais. qu'elle est comme ça, voilà, elle l'apprend telle qu'elle est, mais elle n'est pas Ouais. dupe. Donc effectivement, Tout à fait, alors là- oui, la cousine en question, elle Ouais. vit dans un bel appartement niçois, mais elle Mhm. connaît des temps plus difficiles financièrement. Et ayant appris la bonne fortune de sa cousine Catherine, Croisé il y a très longtemps à un mariage. voilà qu'elle ne connaît pas, mais elle se dit, mais si tu te rappelles pas, franchement, on a passé des super moments. Ouais. Une demi-heure. C'est ça. Donc elle compte bien en profiter. Et du coup, elle la convie à la rejoindre. Catherine n'est pas dupe, mais elle a envie de se faire une place au soleil de la Riviera et compte rattraper autant que faire se peut les années perdues. Elle recroise ce mystérieux jeune homme, j'ai mis entre parenthèses Catering, Mhm. interrogation, ce qui la trouble grandement. Là, il y a un passage qui est intéressant parce que je crois qu'il dit qu'il a ses yeux gris. Ouais, Ses yeux gris lui vont lui porter malheur. exactement. Il y a C'est quelque clair. chose. Il y a quelque Et chose elle- à ce moment-là. Ouais. Et elle aussi, en fait, elle a une espèce de... Quand elle le croise pour la première fois, le fait qu'elle le croise plusieurs fois d'affilée, ça lui fait une impression un peu funeste. Ouais. D'ailleurs, ils Bon. se croisent. T'arrives au moment où ils vont acheter les. Ouais, j'y viens. Chapitre 9. Ouais, le trouble est grand également chez Catherine de revoir cette élégante femme aux yeux gris. Quelle était la probabilité pour qu'ils prennent des places pour le fameux train bleu le même jour tous les deux? Mhm. Tout à son trouble, Catherine reçoit Knighton, le secrétaire de Van Alden. Ce dernier propose à son gendre un divorce sans esclandre contre la fort jolie somme de 100 000 livres. Catherine refuse toutefois en voyant son beau-père au diable, ce qui semble déclencher l'admiration de Knighton. Le futur divorcé sait toutefois qu'il risque de le payer très cher. Je te vois sourire, David. Ouais, je peux rien dire. Enfin, si on peut spoiler ou pas, là, on n'a pas le droit, on peut pas. Ouais, un petit Voilà, peu. il y a ouais. Un petit peu. Disons que là, dans ce chapitre-là, cette partie-là, il y a un petit truc qui fait tilt quand même, enfin moi qui m'a fait dire, c'est bizarre. Non, Non. non, n'en C'est dis pas étrange. plus, on y reviendra. Voilà. Mm. Petite ellipse temporelle.
On arrive donc au jour du départ, et par le plus grand des hasards, mesdames Catherine et Gray sont voisines à la fois dans le train de Londres et dans le ferry qui les amène à Calais. Ruth, qui avait besoin de se confier, prend la coïncidence comme un signe, et révèle ses troubles à Catherine, qui lui conseille de demander à son père de venir la chercher afin de ne pas se compromettre avec son ami. Catherine fait ensuite la connaissance d'Hercule Poirot, qui se trouve... Donc là, Catherine et pas Catering. À chaque fois, j'ai du mal avec les deux sonorités. Donc Catherine Gray. Ouais. Miss Gray. Tu veux que je l'appelle Cathy ? Ouais, vas-y. Ça te fera plaisir ? Ouais. Nos auditeurs nous pardonneront. Enfin, oui, nous mais c'est parce pardonneront que pas, moi, mais c'est pas voilà. grave. Excusez-moi. Donc, Cathy fait ensuite la connaissance d'Hercule Poirot, qui, comme de par hasard, est lui aussi dans ce fameux train. Oh, mais c'est pas possible, tout le monde part en même temps. Le monde est petit. Non, mais non. J'ai beaucoup aimé leur dialogue, hein, Ouais. dès le départ. Et du coup, les deux se sympathisent rapidement. Et Poirot décèle chez elle une espèce de soif d'extraordinaire. Elle qui a vécu une vie un peu monotone. Elle dit, voilà, il m'est jamais vraiment rien arrivé dans ma vie, sauf cet héritage. Et... Catherine démontre... Moi, je trouve qu'elle démontre une... Ah, mais c'est un peu agaçant sur certains aspects, mais elle démontre une sorte de placidité, enfin, d'intelligence. Oui, Moi, je trouve qu'elle est très, très lucide. c'est ça. Tout en étant... il y a quelque chose... Les deux personnages, ils sont très proches, je pense, en même temps, Catherine. Moi, je... Et Poirot. Mais complètement, moi je trouve... C'est ce que le Poirot dit d'ailleurs à la fin du bouquin. Hein. Moi, je trouve qu'elle est très... J'ai envie de dire un mot un peu passe-partout, mais je trouve qu'elle est très anglaise. C'est-à-dire, elle est observatrice, réservée, mais tu vois, flegmatique, mais elle n'en pense pas moins. Tu vois, ça ne l'empêche pas d'analyser. Complètement. Oui. Elle est, notamment envers Templine, elle est très lucide. Oui. C'est très, très amusant parce que ce que Templine ne voit pas, en fait. Et Lennox la repère. Mais c'est vrai que c'est intéressant, ce personnage. Il est très étonnant, ce personnage de Catherine. En tout cas, Poirot, qui a bien entendu son envie d'une vie moins ordinaire, lui prophétise que son vœu pourrait être bien vite exaucé. Sacré Poirot. En retournant dans son compartiment, elle croise de nouveau Catherine, dont elle pense à tort qu'il pourrait être l'amant dont Ruth parlait. Oui, parce qu'elle sait pas que c'est son mari. En réalité, il est sur le point d'entrer dans le compartiment voisin, celui d'une femme au maquillage étrange. La nuit passe. Ruth a une insomnie et après avoir pris l'air, décide de retourner se coucher. Le lendemain, Chubby, le quatrième mari de sa cousine, donc Loulou pour certaines traductions, est venu la chercher à la gare. Je dis Ruth, c'est pas Ruth du tout, c'est Catherine, bien entendu. Ouais. Vous aurez corrigé de vous-même. Okay. Elle est toutefois emmenée sous couvert d'une formalité administrative à l'écart, et un commissaire lui révèle que Miss Catherine a été assassinée. Poirot fait son entrée et propose de se joindre à l'enquête, ce que le commissaire, qui le connaît d'une précédente enquête, accepte volontiers. Oui, c'est rigolo d'ailleurs, parce que Poirot débarque, on lui fait « Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous faites là ?» Il fait « Bah, je suis Hercule Poirot. »« Oh, mais venez !» Là, on sent presque un soulagement des policiers. C'est clair. Il est là, c'est bon, on va trouver. Mais on sent vraiment que les gars sont heureux. Il y a un mec compétent dans la place. Allez, hop. c'est pour toi, vas-y. Vas-y. C'est exactement ça. Ils se rendent dans le compartiment et constatent que la défunte, morte étranglée, a été défigurée par un coup post-mortem. Elle la reconnaît toutefois à une verrue sur le poignet. Là, j'ai marqué « Quelle observation !» Hein ? À moi, dans ma traduction à moi, c'était « verrue ». Une petite verrue sur le poignet. Tu dis « très élégant ». Tu regardes les petites verrues des gens, c'est... Je sais plus, tiens, ça. Ça va beaucoup nous animer, désolé chers auditeurs. Un minuscule grain de beauté qu'elle avait sur le poignet. Ah ben moi c'était une verrue. Mais du coup moi je tourne les pages au fur et à mesure pour suivre parce qu'avec sa traduction approximative je suis pas sûre d'avoir tout. Hein. En fait c'est pas la même histoire. J'essaye aussi moi en même temps. Mais c'est dur. On est vraiment désolé mais c'est... Quand on parle de la qualité des traductions vous voyez c'est pour ça qu'on parle des traducteurs aussi en début d'épisode. D'ailleurs c'est une aventure d'Achille Choufleur. Le célèbre détective luxembourgeois. Et voilà, ça me rappelle un peu les traductions de Lovecraft. Il y avait les mêmes choses dans les traductions de Lovecraft à la même époque. C'est vrai. Un peu après. Ah ouais. Mais ça tombe, c'est les mêmes traducteurs qui ont commis. Oh la vache. Voilà. Passons cette histoire de verrue. J'aurais une anecdote à raconter après. Après avoir échafaudé plusieurs hypothèses, Poirot propose à Catherine de lui rendre visite lors de son séjour sur la Riviera, ce qu'elle accepte volontiers.
Est-ce que tu as parlé de la mallette avec les initiales RVK qui a disparu pendant... On le sait pas encore à ce Mais si. moment-là, si. Juste là, ils le disent là. Une mallette marocain rouge portant les initiales RVK. Et D'accord. elle a repéré la mallette sur les genoux de la femme de chambre quand elle a été dans le wagon de roue. Franchement, le sens de l'observation, la graine d'enquêtrice, hein, quand même. Mais hein. ouais, complètement. Toi, t'as une verrue, t'as une mallette sur les genoux. Pas une verrue, un grain de beauté. Peut-être elle a une mauvaise vue. Elle est très observatrice. Mais elle louche un peu. Et c'est d'où le charme de ses beaux yeux gris. Ouais, alors, Avec des les yeux gris, billes sont plus... Ouais, Pardon. déjà des yeux gris, c'est ça. ouais, Quelques temps plus tard, Catherine dévise avec sa cousine qui tente de la persuader de tirer un profit financier de sa mésaventure. Chubby Loulou, qui semble très intéressée par la nouvelle arrivante, ainsi que Lennox, la fille de Lady Tramplin, ou Tamplin, qui s'est prise d'affection pour la nouvelle arrivante, leur essaye un peu d'intervenir entre les deux parce qu'ils sentent qu'effectivement il y a des divergences de points de vue et d'attitude. Une réception organisée par Lady Tramplin met en présence Catherine et Derek, qui est un ami de la famille, là aussi quel hasard, et se rappelle parfaitement l'avoir rencontré. Bah, le monde bourgeois noble londonien est quand même relativement petit Ah et bah ils là- vont tous sur la Riviera en hiver. Ah bah là ils sont 10, hein, manifestement, c'est pas qu'il est petit, c'est qu'ils sont 10. Et elle se rappelle l'avoir rencontré. Elle réalise qu'il est le mari de la défunte, et qu'il ignore manifestement tout du destin tragique de sa femme. Alors qu'il était dans le même train qu'elle. C'est ça. Il est d'ailleurs convoqué par la police et quitte la réception précipitamment. Qu'est-ce que tu allais dire, David? Excuse-moi. Ouais, non, mais c'est vrai qu'elle fait des. Elle est détective. À un moment, elle parle pas de roman policier. Elle vit comme un roman policier. Elle en parle pas à un moment. Elle en parle avec- voudrait vivre comme dans un roman policier. Juste quand elle rencontre Poirot, en Ouais. fait, elle est en train de Ouais. lire un roman policier quand il commence à lui parler. Ouais. Et on voit qu'elle elle pense comme une enquêtrice presque. Ouais, c'est Parfois, ça. elle fait des associations. C'est un Poirot Complètement, féminin. Il y a très très souvent dans les enquêtes de Poirot un second personnage qui se pique un petit peu de logique. Alors des fois complètement à travers, mais il y en a Hastings. il y en a qui se débrouillent mieux que d'autres. Voilà. Et on sent au fur et à mesure l'affection de Poirot pour Catherine qui va se développer. Ouais. Tu sens qu'il Il la protège il aime- et- ouais, il y a quelque chose de très paternel. complètement. Amoureux, je sais pas. Non, Mais paternel, je paternel. pense. C'est paternel, ouais. Je pense que Poirot ne peut pas être amoureux de quelqu'un d'autre que lui-même. D'ailleurs, on en parlera Ah, pour dis pas l'adaptation. ça. parce que- On a abordé La comtesse, je la sais bien, comtesse mais- dans le mais quand meurtre de Roger Ackroyd. Oui, bah c'est oui, d'accord. C'est ça. C'est dans ouais. dans les 4. Dans les 4? C'est dans les Ah 4. d'accord, autant pour moi. Oui, t'as raison en plus. On retrouve Van Alden qui est perturbé par une révélation de Knighton qui lui indique qu'il a vu la femme de chambre de Ruth à Paris. Il est encore plus inquiet lorsqu'il apprend que la raison du congé de cette dernière serait qu'elle aurait organisé une rencontre... Non, qu'elle aurait fait une rencontre masculine sur le trajet. Sa fille aurait fait une Sa rencontre, fille. ouais. Ouais, mais il n'est pas encore au courant qu'elle est décédée. Il apprend ensuite par message l'assassinat de sa fille, au moment où le détective Mr. Goby lui annonce que Derek était dans le même train, ainsi que Mireille. Là, dans Gobi, il ce est cabaret particulier. qui est son... Ouais. Oui, Goby, ouais, c'est... Il est un Gobi. peu bizarre, hein. Ah, c'est un personnage très étonnant. Il débarque, il a l'air de rien, il sait tout sur tout le monde, il part. C'est Il ça. est, ça. Il est payé pour ça. Ouais, mais il y a quelque chose de. Ouais, ce personnage, il est bien fait. Je trouve qu'il ouais, c'est quelqu'un qui presque surnaturel. On dirait Et qu'il puis, sait ouais, tout, et c'est comme ça. il sait tout. Et il en fait pas des caisses, quoi. Il arrive, Non. il dit ce qu'il a à dire, il se casse. C'est ça. Ouais. Et il est Ça, discret, donne pas son avis. Ouais. Bah, c'est un Ouais. bon détective, quoi. Voilà. Ouais. La femme de chambre est auditionnée. L'occasion pour Van Alden et Poirot de se rencontrer. Ada Mason, c'est le nom de la femme de chambre, sauf si Delphine a Non, un si, autre c'est le avis, même prénom. c'est le même nom. indique que sa maîtresse lui a demandé de descendre à la gare de Lyon, ayant rencontré un ami. Elle révèle aussi Mais qu'elle... la gare de Lyon à Paris, pas la gare de Lyon à Lyon. Oui, la gare de Lyon à Paris, ouais, c'est vrai qu'il faut suivre. À un moment, ça m'a pas Parce qu'à un fait. moment, le train s'arrête à Lyon, donc... C'est ça. T'es en train de nous faire un sketch de Raymond DeVos, là? Mais non, mais j'ai été perturbée, donc... Avec des Kathleen et des Catherine, oh là, C'est ça. c'est compliqué cette histoire. Avec des Je comprends loulous plus rien. chouchou chubby. Voilà. Ouais, je ne comprends plus rien.
Donc la femme de chambre révèle également qu'elle voyageait avec les rubis, donc Ruth évidemment, Alors que son père lui avait offert alors qu'il lui avait déconseillé de les prendre. complètement. Il a dit de les mettre dans le coffre et d'y faire Voilà, elle avait un peu attention. tendance à faire ce qu'elle voulait, d'autant qu'en plus, comme son père lui passait tout, voilà. Ah, les enfants. Ah, on Voilà. met limite aux enfants, c'est super important. Exactement. Dans le sac de défunte, on a retrouvé un message signé Armand, qui lui déclarait son amour, et qui est évoqué, mais vraiment juste au passage, hein, son intérêt pour les rubis, notamment le Oui. cœur de feu. Juste comme ça, quoi. C'est un hasard, pur Armand, hasard. C'est vraiment un hasard, pur et simple. Armand comte de la Roche. Oui, Armand, comte de la Roche, c'est vrai, je n'avais pas précisé. Les différents participants donc, de l'enquête, le juge, le commissaire, Van Aldine, semblent d'accord sur la culpabilité d'Armand de la Roche. Poirot semble moins convaincu de par la personnalité de celui qu'il juge être un escroc, certes, mais pas un criminel. Voilà. Il sait Généralement, c'est néanmoins soit l'un, soit l'autre. Que et ce c'est- dernier loue une villa à Antibes en ce moment même. Une fois seul, Van Aldine propose à Poirot de travailler pour lui. Il donne les détails de ses échanges avec Derek, parfois avec réticence. Poirot note l'heureux hasard qui fait de Kettering un homme fortuné, lui qui était sans le sou. Il hérite de 2 millions de livres que sa fille avait reçus en cadeau de son père pour son mariage. Et Pas que sa femme, avant. du coup. Et comme il n'y a pas de testament, c'est le bim, mari qui c'est hérite. pour Bibi. Ça, c'est super. Armand de la Roche est interrogé, Du coup, ça en fait un suspect idéal, d'ailleurs. évidemment. Et vous savez ce qui se passe en général pour les suspects idéaux dans les enquêtes d'Agatha Christie. C'est pas lui. Les vérités trop évidentes. Voilà. Ouais. Armand de la Roche est interrogé. Il prétend être sur place depuis la veille, ce qui serait incompatible avec l'homme brun que la femme de chambre a vu à la gare de Lyon. Homme qu'elle ne peut d'ailleurs formellement identifier. C'est ensuite au tour de Derek, qui prétend ne pas avoir de nouvelles de sa femme depuis 3 semaines, mais qui pourtant juge que sa femme a dû être tuée pour les fameux rubis, dont il n'aurait pas dû être au courant. Mais oui, Mais puisque personne ne lui en a Sauf que parlé, nous, on- sauf Mireille, mais Sauf que personne nous, ne on le sait sait. que c'est par Mireille, mais les enquêteurs ne le savent pas. Mm. Au restaurant de l'hôtel Negresco, Derek reçoit la visite de Mireille, qui semble persuadée qu'il a supprimé sa femme pour toucher l'héritage, et l'en félicite carrément. Elle est vraiment franc du collier, quoi. Et elle Alors se- Mireille, par contre, voilà, le personnage est... il est immonde. Ah oui, mais Complètement. elle a absolument aucune moralité, du début à la fin. Ah ouais. C'est impressionnant, quoi. Et Et en d'ailleurs, caricatural. Ouais, vas-y. ouais, et d'ailleurs, pour bien montrer que du coup, c'est une femme très pragmatique, faute de meilleurs termes, elle se propose Vénale. d'aider Derek à dépenser sa fortune nouvellement acquise. Mais oui, Oui. le vénal. Ouais, là, elle est vénale, ouais, mais alors c'est le cliché de l'actrice Survénale. Ah, complètement. hystérique, entre guillemets, parce qu'on est là-dessus, colérique, C'est une diva. manipulatrice. C'est vraiment une diva, quoi. Oui, c'est ça, la diva. Ah ouais. Ah ouais. En tout cas, Derek ne l'entend pas de cette oreille, encore touché par l'aveu de Mireille, selon lequel elle ne voudrait pas de lui sans le sou. Mhm. Je pense qu'il a quand même été touché dans son orgueil. Bah, un peu, Et ouais, puis, quand même. il est malgré tout. Surtout que si on écoute ce que dit Lennox, c'est un gars qui plaît plutôt pas mal aux Ouais, filles, quoi. ouais, ouais, donc, ouais. Et puis, il est peut-être aussi un peu sous le coup aussi de la la mort de sa femme. de un la petit mort peu. de sa femme. Et puis, t'as quelqu'un qui vient te voir en disant, au fait, je sais que t'as tué ta femme, mais ça me dérange pas. Mhm. Pardon. En tout cas, bien que toujours sous le charme de la danseuse, il se lève et va à la rencontre de Miss Grey, qui arrivait, pour l'inviter à déjeuner et se soustraire à l'influence de Mireille. Un peu plus tard, Armand reçoit la visite de cette fameuse Mireille, furieuse de l'affront que Derek lui a fait. Elle dit qu'elle est persuadée qu'il a tué sa femme et qu'elle est prête à donner tous les détails à la police. Armand ne semble pas pressé de se mêler à cette histoire et part chercher un colis. Quand il rentre, il constate que ses affaires ont été fouillées, sans doute par la police. Oui, il avait mis un cheveu dans la serrure de son secrétaire. Dans la, Le près meuble, un du- secrétaire. Ouais, près du tiroir qui contenait un double fond de son secrétaire. Voilà. Très précis. C'est là on voit que le personnage est vraiment un escroc plus qu'expérimenté. Quoi. Voilà. Oui, Ça, bah c'est là, tout de suite. Il on nous co- a expliqué en long, en large, en travers qu'il séduit des femmes, on profite pour leur subtiliser Ah ouais. une partie de leur fortune ou des bijoux, des choses comme ça, et il les maintient sous silence par un certain Oui. chantage sur des lettres d'amour et Et- compagnie. Quoi. Et ces domestiques aussi, on en a parlé, mais ils sont un peu... Ils sont bien truands aussi, les domestiques. Ils sont bien... Je, pas trop, hein. je sais pas s'ils sont truands ou s'ils sont fidèles à leur maître qui leur
Ils en parlent. Il y a une explication après, notamment par le majordome, qui explique il a accepté de mentir pour son maître parce que il pensait que c'était une affaire de femme. Mais quand il sait que c'est une affaire de meurtre, là, il finit par dire la vérité. Enfin, je pense qu'ils sont conscients que c'est un escroc. Enfin, il escroque. Oui, ça, oui. oui. Ça, oui. Ils en sont parfaitement conscients. Moralement, ils savent qu'il fait. Pour les Anglais, d'ailleurs, c'est étonnant. Mais... ils sont pas anglais, ils sont français. Non, ils sont français. Mais c'est français, je crois, en plus. Hein. Mais le comte de la Roche aussi est français, de toute façon. De toute façon, voilà, les D'ailleurs, escrocs les escrocs sont français. Il y a pas mal de tacles sur la sûreté des trains français. Sur la tout à qualité fait. de la police française. Voilà. On prend cher. Sur, les les- hôtels français. Les administrations françaises. D'ailleurs, c'est assez rigolo à un moment parce que je ne sais plus quel personnage fait l'observation, je me demande si c'est pas Catherine, qui dit que justement les Anglais de la Riviera se comportent un peu comme des colons. Oui. C'est-à-dire qu'ils jugent vraiment qu'ils sont une race supérieure et que tous ceux qui sont autour d'eux sont un peu des subalternes. Un peu l'impression que les gens habitant en Dordogne il y a quelques années avaient. Ouais. Et j'ai trouvé ça assez rigolo de la part d'une riche anglaise quelque part. C'est Agatha Christie, en fait, qui parle. Peut-être qu'elle a une certaine lucidité parce qu'elle le fait aussi, ça. Il y a de fortes chances. Enfin, pour moi, c'est clairement ça. Ouais. C'est vrai que Catherine, elle a ce recul sur les Anglais aussi. Ouais. Donc, pendant ce temps, on va la retrouver. Pendant ce temps, chez Lady Tramplin, Lennox soutient Catherine, qui est excédée par son hôtesse et sa volonté de l'exploiter. Elle glisse au passage que, connaissant Derek, elle le pense épris de Miss Grey, qui n'est pourtant pas son genre. Je mets des guillemets parce que c'est ce qu'elle dit. Cette dernière est toutefois choquée de son attitude face à la mort de sa femme. Poirot lui téléphone, donc à Catherine, et vient la chercher pour lui faire rencontrer Van Aldine. Il semble avoir deviné ce qui se trame entre Derek et elle. J'ai mis entre parenthèses Poirot, le champion de l'amour. Dès qu'il y a une histoire de cœur, Poirot, il est au taquet. Je pense qu'il est un petit peu fleur bleue. Il est un peu fleur bleue. Complètement, 100% fleur bleue. C'est un petit cœur d'artichaut pour les autres. Exactement. Elle révèle la teneur de son échange avec Ruth. Knighton, le secrétaire, ne semble pas non plus insensible à ses beaux yeux gris, décidément. L'un des mystères de l'enquête concerne l'identité de l'homme du quai. Sans doute quelqu'un de déguisé. Les protagonistes se retrouvent un peu plus tard le temps d'une partie de tennis. Knighton et Catherine ont fait plus ample connaissance durant le trajet en voiture, et le courant semble passer entre eux. On voit une espèce de petit triangle amoureux qui se dessine. Ouais. Knighton confesse son admiration pour Poirot qu'il a déjà vu à l'œuvre. Poirot confronte Miss Grey puis Derek au sujet d'un étui à cigarette retrouvé dans le compartiment de la défunte. Catherine se défend d'y être allée, indiquant avoir occupé sans le savoir le compartiment voisin. Alors ça, c'était bizarre. Ouais, en fait, c'est justifié. En fait, il nie. Nous, on sait que c'est pas vrai, mais il nie parce qu'il sait que si on sait qu'il est entré dans le compartiment de sa femme. On sait pas encore qu'il est entré dans le compartiment de sa femme. On sait qu'il est entré dans le compartiment de Mireille, qui était le compartiment voisin. Mais il y a une confusion. D'ailleurs, on en reparlera dans l'adaptation. Mais il y a une confusion par plusieurs personnages entre les deux compartiments. Oui. Il y a pas un échange? Non, c'est pas un échange de compartiment. Non, ça c'est dans l'adaptation. D'accord. Oui, c'est vrai. Exactement. Je viens de la voir. Je viens de finir juste avant. Ouais. Donc Poirot révèle ensuite à Van Aldine qu'en faisant surveiller le comte de la Roche, il a pu intercepter un colis qu'il avait envoyé. Colis qu'il ouvre séance tenante et qui contient les fameux rubis. Pourtant, Alban a toujours son alibi. Poirot s'interroge toutefois sur la présence de... Armand de Papopoulos. Papopoulos, c'est ça? Ouais. Papopoulos. À Nice. Et c'est Armand de la Roche. J'ai dit quoi? Alban. Ah, pardon. Alban, ouais. Donc, Papopoulos, l'antiquaire, est aussi connu pour être un petit peu un receleur. Papopoulos. Bizarrement, est à Nice avec sa fille, Zia. Ouais. Oui. Zia. Ouais. Non, mais d'accord, c'est bien Zia. Ouais, c'est la copine d'Esteban et de Tao. J'ai pensé la même chose. Effectivement. Mais déjà, dès la première fois où on les voit, le père et la fille Zia, on voit déjà que d'entrée, c'est posé comme des gens un peu torves, un peu troubles. Ouais. Complètement. Et on sent déjà que c'est pas tout à fait clair, ces deux-là. Donc il rend visite à ce personnage avec qui il se trouve lié par une vieille affaire.
Il y a 17 ans, ouais. Ça remonte, effectivement. Quand Poirot était encore en activité, encore policier. Ouais. Il fait jouer une faveur que le marchand lui devait. Et d'ailleurs, j'ai mis entre parenthèses, et ça, t'en as parlé, la fameuse mémoire de la race juive. Hein, c'est écrit comme ça dans la traduction. Je l'ai là. Donc là, tu Ouais, fais ça pique. oh, 2022. Ouais, puis en plus, il se cache, son origine juive derrière un nom grec. Il y a ça souvent, les juifs se cachent, ils sont dissimulés. Il est peut-être grec et juif. Mais... à un moment, je crois qu'il révèle. Vous faites partie d'une race qui n'oublie jamais. Les Grecs, murmura Popopoulos avec un sourire ironique. Je ne pensais pas aux Grecs. Il eut un silence, puis le vieillard se redressa fièrement. Vous avez raison, monsieur Poirot, je suis juif. Et comme vous venez de le dire, nous avons de la mémoire. Et on a tiqué tous les deux sur ce passage, quoi. On s'est dit non. Ouais, parce que là, c'est en fait, Poirot découvre le juif caché. Il y a quelque chose de très bizarre. Malsain, ouais. Bah déjà, en tout cas, de notre point de vue maintenant, avec c'est la lecture de 2022. Voilà. Mais, même à l'époque, quand tu regardes, il parle de couleur de peau, de nécro-chiané. Waouh. Mais rappelons-nous aussi les réflexions. Je sais pas si tu as écouté notre épisode sur les 4, justement. Sur les Chinois. Avec les Chinois. Le serviteur chinois qui parlait petit nègre, du coup. Qui parle en employant que des infinitifs, des trucs comme ça, qui jure sur la mémoire de ses ancêtres. Enfin, tu dis, waouh, c'est vraiment bon. Allez, on est dans une. Ouais, vas-y. On est dans une époque où l'antisémitisme est beaucoup plus décomplexé que ça à la gauche ou à droite. Hein. Ouais, complètement. Dans la gauche française et européenne, on parle du juif banquier. Hein. Il y a un antisémitisme de gauche. C'est ce que j'allais dire. C'est limite institutionnel. C'est même pas considéré comme de l'antisémitisme. C'est une généralité. Ouais. Comme on dit, les femmes sont chiantes, les juifs sont banquiers, voilà. Voilà. Et le regard de Delphine. Il y a un petit peu ça. Là, c'est terrible. Parce que moi, tu es dans le même pièce qu'elle. Tu ne devrais pas faire ça. Enfin, je sais pas. Je ne suis pas rancunière. Non, mais une fois que le micro sera coupé, c'est une autre histoire. C'est ça. Non, mais c'est vrai que là, on sent quand même qu'il y a des clichés sur les femmes. Mais c'est une époque, même si ça fait cliché de dire ça, et c'est une époque un peu particulière. Il faut remettre en contexte toujours quand tu dis de toute façon, franchement, on se fait la réflexion quasiment à chaque roman. Que ce soit sur le colonialisme, que ce soit sur les juifs, que ce soit sur les femmes ou la société. Les clichés de manière générale. Hein. Donc, les clichés de la haute société anglaise aussi de l'époque. Hein. Bien sûr. Ils sont fascinés aussi par le nazisme, le fascisme. Là-dessus, la série Peaky Blinders le montre bien. Hein. À un moment, si on regarde la série, il y a quand même une fascination dans toute l'Europe et même aux États-Unis sur cette côté l'antisémitisme et une race nouvelle, la renaissance de la race, il y a ça. On verra en continuant nos lectures si elle évolue dans ses opinions. Ouais. Donc l'ami Papopoulos accepte à contre-cœur de lui donner un renseignement. Et encore, il lui donne à mot couvert. Il lui enjoint, en utilisant une parabole hippique, de se renseigner à propos d'un certain marquis. Un cheval aux courses. Voilà, un cheval de course. Mais surtout, il confirme ce que Poirot devinait, à savoir que les rubis sur lesquels il a mis la main sont faux. En suivant Armand Delaroche, sont faux. Plus tard, Poirot... Vas-y. Pardon, il croyait pas. Le Delaroche, on sent d'entrée que c'est pas lui le tueur, quoi. Oui. Ça, là-dessus, c'est clair pour Poirot, mais là, ça confirme. Non, c'est Émile le tueur. Émile. Oh, punaise. C'est rêve sur rêve. Ouais, bah oui, c'est ça. C'est générationnel. Les gens vont dire... Il y en a qui doivent se dire, mais qu'est-ce qu'ils racontent à chaque fois? Ils nous emmerdent avec leur privé de jeu. Mais non, enfin... Bref. Notre auditoire, notre âge à peu près, au moins. Non, il y a notamment ma maman que je salue. J'ai dit au moins. Donc, Poirot interroge à nouveau Miss Mason. Il lui indique que l'homme vu avec sa maîtresse pourrait être Derek, qui aurait remarqué sa femme sur le quai. Il l'interroge aussi sur l'étui à cigarette. Elle glisse que ça pourrait être un cadeau de Ruth pour son mari. Alors, qu'elle avait fait peu de temps auparavant. Et moi, ça m'a paru très très bizarre parce que justement, au début du roman, on disait que ça faisait au moins 3 semaines qu'ils s'étaient pas vus. Bah, puis c'est et qu'est-ce que tu vas faire un cadeau à ton mari alors que tu t'en fous complètement de lui, quoi. Voilà, t'es pas amoureux, t'as qu'une envie, c'est de se barrer. Bref.
Poirot a révélé à Van Haldane que les rubis retrouvés sont des faux, ce qui bouleverse le millionnaire. Il retrouve ensuite Derek en grande conversation avec Catherine. Derek lui révèle lorsqu'ils sont seuls qu'il compte bien l'épouser, bien que se sachant indigne d'elle. Poirot constate que Mireille les observe, ce qui met Catherine hors de lui. Pendant ce temps, Ada Mason a communiqué à Van Haldane qu'elle est sûre désormais que l'homme du quai est bel et bien Derek. L'homme du quai ou l'homme qui est rentré dans le compartiment de sa maîtresse pendant qu'elle a été dans son compartiment J'ai noté l'homme du quai. Moi, je me suis embrouillée entre l'homme du quai, l'homme qui est C'est-à-dire- rentré, le machin. Alors, non, je pense qu'elle parle vraiment de l'homme du quai, j'expliquerai après pourquoi. D'accord. Rentrée à son hôtel, Catherine retrouve Armand qui tente de le faire chanter contre son silence, lui indiquant que Mireille lui a parlé et est prête à le faire encore plus. Derek le congédie, c'est une manie chez lui. d'habitude, hein. Voilà, les gens viennent pour lui proposer des marchés et les envoie chier. Ouais. Lui, il est comme moi sur les brocantes, moi j'aime pas négocier, mais lui c'est pareil. Allez, laisse-moi tranquille. Non, je ne veux pas 1 euro ton truc. Bref. Derek retourne voir son ancienne amante. Celle-ci est d'ailleurs persuadée qu'il lui revient pour de bon, mais comprend vite son erreur. Elle menace donc de révéler qu'elle l'a vu s'introduire dans le compartiment de sa femme et qu'au sortir, celle-ci était morte. Et là, je me dis, mais comment elle sait qu'elle était morte? Eh bien entendu. Non, mais personne ne sait à quelle heure elle est morte et elle le sait. Non, mais c'est quoi cette Elle le histoire sait. Ouais. Poirot met Et en Mireille, garde- c'est Oui, vas-y. Mireille est de plus en plus teigneuse. Ouais, on En fait- continue dans son personnage. Quoi. Bah, en C'est fait, la femme est par contre- conduite qui veut se venger. elle a vraiment pas beaucoup de qualité. En général, un truc que j'aime bien chez Christie, c'est que la plupart des personnages sont dépeints avec leurs multiples facettes. Et pour le coup, Mireille, c'est vraiment le personnage un peu unidimensionnel, c'est-à-dire un peu pourri jusqu'à la moelle, quoi. Ouais, c'est la femme qui veut voler le mari d'une autre. Ouais, je pense que c'est ça. Là. Sur ce truc-là, ouais, c'est psychanalyse. C'est psychanalyse. quoi. C'est une catharsis, ouais. C'est un point de vue intéressant. Donc, Poirot met en garde Catherine contre le charme de Derek, qui pourrait être celui d'un meurtrier. Alors que Knighton, qui semble lui plaire également, semble beaucoup plus fiable. Peu après, Derek déclare sa flamme à Catherine et parle de son embarras de ressentir de telles choses alors que sa femme vient de mourir. Quand Poirot a parlé de Derek et Knighton. Derek et Knighton, c'est là que j'ai commencé à me douter de la fin. Ah ah. En tout cas, de qui était coupable. Pardon. Donc Derek jure ne pas l'avoir tué, bien qu'il soit pénétré, bien qu'il ait pénétré, c'est mieux. Bien qu'il ait pénétré. Bien qu'il ait pénétré dans le compartiment de sa femme endormie. Là, j'ai mis entre parenthèses seulement. Oui, C'est jamais je me suis dans, demandé, est-ce qu'elle dans dormait Christie, vraiment, peut-être qu'elle était déjà morte Ouais. ou pas, bref. Il l'a caché, car il sait être le coupable idéal. Alors qu'il lui demande si ses sentiments sont réciproques, Knighton vient les voir, puis une fois Derek parti, révèle lui aussi ses sentiments. Catherine semble ne savoir que faire, mais elle a aussi une étrange impression selon laquelle la défunte serait en quelque sorte avec elle. Ah oui, alors là, Qu'elle ouais, voulait ouais, absolument lui parler, oui. ça me rappelle Conan Doyle, quoi. C'est le spiritisme. Ouais, spirituel. Ouais. j'ai été très surpris de voir. En fait, c'est vraiment très peu cartésien par rapport à ce que fait Christie d'habitude dans ses romans. Oui. Il y a cet aspect un petit peu limite un fantôme, quoi. Et j'avoue Ouais, que c'est vrai. j'ai relu ce passage Ouais. en me demandant si j'avais bien compris ce qui était indiqué, quoi. Ouais, j'ai cru que c'était une métaphore. Je me suis dit, mais c'est une métaphore ou. Non, elle est sérieuse. Bah, il Elle y a entend une la une défunte. impression, c'est comme ça. Enfin, elle a Très l'impression bien. de l'entendre, c'est pas non plus. Elle dit pas qu'il y a le fantôme, elle dit qu'elle a Ouais. cette sensation-là. Et à la Ouais, fin, c'est très Poirot, rare. Hein. à la fin, Poirot expliquera qu'elle a eu l'intuition aussi de qui était coupable et qu'elle a traduit ça en se disant que elle a pas compris que d'où lui venait cette intuition, que c'était une déduction involontaire. Et elle a traduit ça en se disant que c'était un fantôme, le fantôme de Rose, qui l'avait inspiré. C'est comme ça que je l'ai compris dans les explications de Poirot à Enfin, la fin. le fantôme qui donne quand même des indications précises, parce que pour le coup, Ouais. à ce stade, en tant que lecteur, tu sais pas si la femme veut, le fantôme veut la mettre en garde contre l'un ou l'autre. Exactement. On y reviendra. Mais on n'a pas toute la pensée de C'est ça. Rose non plus. Knighton s'ouvre à Poirot sur une proposition d'entrevue de Mireille que Van Haldane a refusée.
Poirot lui rend visite en se prétendant investi par le milliardaire et l'interroge. Elle révèle ce qu'elle sait, à savoir l'effraction de Derek. Poirot s'étonne qu'elle sache que Ruth était déjà morte à ce moment. Elle dépose officiellement. Derek va donc être arrêté. Poirot mentionne également l'implication du marquis dans cette affaire qui ne change pas vraiment ses hypothèses. On sent qu'il commence à avoir son petit déroulé des événements qui Ça commence à venir, qui les s'étalent. cellules grises vont fonctionner. Ouais. Il discute également des convictions de son valet, George. J'étais assez surpris de ce personnage un peu... Qu'il vient d'embaucher il n'y a pas si longtemps Ouais, que ça. c'est ça, sorti. Mais George va le sorti suivre du chapeau. pendant jusqu'à la fin de sa vie. Eh ben moi je vais te dire, à un moment je l'ai soupçonné parce qu'il était arrivé tellement comme ça, et surtout en plus quand il parle de son process de recrutement, il dit pourquoi t'es venu chez moi alors t'as quand même servi pour des maisons super nobles, et il disait oui, vous avez rencontré la reine et il paraît qu'elle a dit du grand bien de vous. Et je me suis dit... Pas la reine, le roi, non La reine. La Non. reine Bah, royal, je- ouais, c'est famille royale, je sais pas, c'est la reine. Ça doit être la Mais, reine. C'est peut-être... Il est pas mal, enfin, le personnage, il est pas mal, ouais. J'aime bien, moi, le personnage de George. Bah moi du coup en fait quelque chose, hein. il était tellement catapulté que je me suis dit Il dit Sa Majesté, il dit pas la reine. ah oui ok, donc Ouais, effectivement Sa Majesté s'était comportée envers vous avec beaucoup d'amabilité Ouais, et puis avait la plus haute opinion à de vos l'époque talents. effectivement c'était le roi. Mhm. Autant pour moi. C'est un personnage très efficace, hein, un domestique très efficace. Il y avait Oui. une tâche, là, c'était déjà nettoyé. C'est m'a ça. marqué. Ça plaît à Poirot. Voilà. Ah ouais. Ah, j'ai Ça fait une court tache bien de avec Poirot. gras. Non, il n'y a plus de tache de gras, c'est bon. On l'appelle Oxyaction dans le métier. Et j'aime beaucoup le titre du chapitre suivant d'ailleurs. Ah c'était quoi? Poirot joue à l'écureuil. Ah oui, le fameux Poirot a joué à l'écureuil, parce qu'on s'était rendu compte qu'il y avait des petites modifications dans les traductions, donc on comparait des fois les titres des Des chapitres. chapitres, et celui-là, ça nous a marqué. Donc Poirot, Poirot, ouais, ouais. Ah ouais, je joue à l'écureuil, j'ai le même, ouais. Exactement. Poirot a fait un détour pour annoncer à Catherine l'arrestation de Derek, mais tombe sur Lennox qui lui demande des détails sur l'affaire. Elle peine à croire Derek coupable, lui qu'elle connaît depuis son enfance, et aime en secret. Ça, on l'a pas compris. Il dis n'a donc. pas compris du tout. Elle pense que quelqu'un aurait pu grimper à Lyon, commettre le meurtre et repartir. À Lyon ou à la gare de Lyon? Bah, elle dit Lyon. Poirot rencontre ensuite Papopoulos et sa fille Zia au casino. Il surprend le grec en grande conversation avec Mireille. Ils sont en train de parler d'une dette apparemment. Et au détour d'un échange avec Zia, il parvient à lui faire dire que son père a bien eu entre les mains les vrais rubis. Ils lui ont été remis par une femme. Quant à Zia, elle pense pouvoir identifier la voix du marquis. Alors, c'est à cet endroit-là où Poirot avoue quelque chose à Zia. Et je crois, oui. Tout moi. Là, ça m'a surpris, quoi. C'est 17 ans auparavant, c'est ça? C'est dans ce passage-là où il explique en fait l'origine de la dette. Oui, Et Poirot, en fait, explique Qu'il qu'il était amoureux. Non, c'est amoureux pas de Zia, ça. en fait. Non, Il dit pas explique- ça, il dit pas. Non, Que c'était pour elle, elle était jeune. Elle était jeune, Il- elle est il tombée va- amoureuse d'un garçon peu fréquentable qui a piqué un bijou que son père avait Voilà, acheté. il l'a rendu. il l'a protégé. moi, je- Il l'a protégé, mais Ouais. il n'était pas amoureux. Mais dans le texte, moi, je l'ai vu. Alors, c'est peut-être parce que je suis fleur bleue aussi. Hein, mais j'ai vu comme. Moi, j'ai senti, enfin, je sentais que Poirot, c'était plus que la Mais c'est protéger parce plus- qu'elle était jeune. Mais c'est à la fin de l'histoire qu'il raconte ça. Mais pour moi, je l'ai D'accord. vu ça comme le côté protecteur que Poirot peut avoir avec les jeunes femmes un peu naïves. Bah, en fait, oui, moi, c'est ça. D'accord. Mais après, nous, c'est vrai que comme ça fait un petit moment Ouais. qu'on suit Poirot et ses petites manies, on sait qu'il a vraiment C'est là, en fait, un c'est dans ce penchant passage-là, pour les jeunes filles, mais pas au D'accord. sens forcément Sans- amoureux, Voilà. mais vraiment en mode protecteur. Protecteur, C'est ouais. franchement, si t'as le moindre problème de cœur, va voir Papa Poirot. Souvent, il dit Papa Poirot. Et alors, c'est vrai. ce qui aujourd'hui fera un petit peu graveleux. Mal à l'aise. Voilà. Ça fait mal à l'aise, ouais. Mais là, c'est vraiment Et en en mode fait, il avait, protecteur. Antonio Perezio, c'était le Ouais. séducteur en fait qui avait volé le bijou à Zia, et Poirot a juste restitué le bijou à Papopoulos, puisque j'ai fait un mélange des deux là. Ouais. Papopoulos. Sinon, Ouais, on peut dire Papopoulos. Rastapopoulos si tu veux. Comme ça, Mais comme en ça, ce fait, sera ni l'un ni alors, l'autre. on est dans le même. Hein. J'ai pensé aussi à RG, mais RG a des problèmes aussi avec. Oui, oui. Et c'est vrai. Alors, on est là-dedans. Et donc Mais, je à crois l'antiquaire.
Et donc il a restitué Voilà. le bijou sans lui dire comment il l'avait retrouvé. Ok, ouais, Et donc la dette, c'est envers le père d'avoir retrouvé le bijou. Et enfin, le père a une dette envers Poirot parce que Poirot lui a retrouvé son bijou. Et la fille a une dette envers Poirot parce que Poirot n'a pas révélé au père sa faute. Ouais. Alors Poirot est très, il dit, il lui révèle à elle qu'il a fait, Mhm. mais il lui dit, il lui demande un service, mais il dit bon, vous pouvez ne rien me dire, j'ai pas fait ça pour vous me rendiez la monnaie de ma pièce. Non, c'est j'ai- ça. À un moment, il dit ça pour les secrets. J'ai trouvé ça. C'est hypocrite. Ouais, c'est hypocrite, ça. hein. C'est un peu. Il avait quand même envie d'avoir. C'est un grand manipulateur. D'avoir Un l'information. poil, juste un peu. Pendant ce C'est temps. belge, ça. Belge. Ouais. Pendant ce temps, Catherine a reçu une lettre de son village de St. Mary Mead. Et Non, semble- attends, il y a un truc important là. Ah, vas-y. C'est que Zia, elle révèle qu'elle a vu une femme donner le marquis qu'elle a vu à Paris. Elle est persuadée que c'était une femme déguisée. Ouais, mais je l'ai dit il y a à peu Je l'ai près pas 2 entendu, minutes. excuse-moi. Voilà. Ah non, j'ai pas entendu non plus. Ah, tu Je vois Ah bon, entendu non on plus. reviendra. On reviendra. Ah, Je demande aux auditeurs de me soutenir sur ce coup. La Non, non, vérité, moi, je- la vérité finira par éclater, je vous le dis. ouais, j'ai pas entendu. Catherine a reçu une lettre de son village de St. Mary Mead et semble avoir le mal du pays. Elle décide de repartir en Angleterre lorsqu'elle apprend que Van Aldine va y rentrer lui aussi. Poirot lui jure de faire éclater la vérité. Il se rend chez Armand et fait avouer à ses domestiques qu'ils ont menti. Le comte est arrivé le mercredi et non le mardi comme il le prétendait. Il se rend ensuite chez Mireille et lui dit qu'il sait qu'elle a pénétré elle aussi dans le compartiment de la morte. Mais il lui demande indirectement si elle a pu mettre la main sur les rubis comme elle le voulait. D'ailleurs, pour signifier à Catherine qui va vraiment s'occuper de son cas, il emploie un style Mireille, tu veux dire non, à Catherine, de son cas, enfin de l'affaire, je veux dire. Ah, pardon. Il emploie des termes assez grandiloquents du genre, oui, ceux qui mentent à Poirot, il va les forcer à parler, il va les faire trembler, un truc comme ça. Vindicatif, très vindicatif. Un peu justice Du coup, divine, quoi, tu vois, c'est soudain, Poirot. J'imagine Poirot avec son slip tout collant et en super-héros, c'est un C'est truc ça. comme ça. Il y a quelque chose de justicier vengeur, presque. Ouais. Il y a vraiment... C'est pas dans sa personnalité, d'ailleurs, c'est étonnant. Enfin, je Ouais. le connais pas assez... Ah bah, il a C'est ça. de Vous- l'orgueil. Vous ne connaissez que le doux et gentil Hercule Poirot, mais il existe un autre Hercule Poirot. Je veux maintenant persécuter, menacer, semer la terreur dans les cœurs. Ah ah. Ouais, c'est ça. C'est étonnant, ça m'a vraiment... Alors qu'il est très doux, il va toujours avec finesse, et là, il rentre dedans. Mais oui, parce que ça rend malheureuse son amie Catherine. Ouais. Ouais, c'est vrai. Donc Il la protège beaucoup. Catherine est repartie en Angleterre, s'occuper d'une vieille dame, Mademoiselle Viner. Une amie de Alors là, son ancienne maîtresse. Je vais vous arrêter. Ouais. Là, ce passage-là, là, Catherine, c'est une sainte. Parce que la vieille, excusez-moi, mais je l'appelle Elle la est vieille. insupportable, hein. Elle est Mais j'ai envie horrible. de la finir à coup de pelle et de l'enterrer dans le jardin. Comment tu crois qu'elle touche les héritages? C'est ce qu'elle a fait. Ah ouais. Et c'est là, et je crois que c'est le summum. Ah oui, Mais c'est complètement. quoi. j'avais des envies de meurtre tout le long. Mais réellement, c'est la vieille anglaise dans tout ce qu'il y a de pire. Mais Oui. David, est-ce que tu as déjà entendu parler du syndrome de Stockholm? Tu vois, ça lui manque de pas se faire maltraiter par une vieille. J'adore justement la vieille qui dit que Catherine, elle est quand même vachement bien parce qu'elle a des grosses chaussures et des chaussettes en laine, ce que n'a pas sa bonne avec ses petites chaussures et sa jupe trop courte. C'est ça. Et ces bas qu'ils vont toujours trouver ou qu'on voit la jupe au-dessus Non, des C'est genoux, au-dessus des les, genoux. Les jupes au-dessus des les genoux. bas qui se filent au moindre regard d'homme. Et l'obsession des jupes au-dessus des genoux. C'est Oui. ça. C'est les cathares qui mettent ça. Mais elle est d'une méchanceté envers Catherine. Mais elle est. Ah. Mais en fait, elle est vacharde, oui, parce qu'à un moment, elle lui explique, elle dit, ouais, vous êtes quand même pas très belle, je sais plus comment elle formule ça. Ouais, attention. Alors que l'autre, elle vient de toucher une fortune et qu'effectivement, elle pourrait en train de se prendre des caipirinhas au Ramirez. Ah ouais, et elle lui dit un truc atroce, mais atroce. C'est passif-agressif. Hein. Ouais, Ah non, mais très honnêtement, pour ce qu'on sait notamment de tout ce qui peut y avoir dans les Miss Marple, etc., le mode passif-agressif, c'est le mode de base de la vieille anglaise, je pense. hein. Complètement. Voilà. La vieille anglaise, c'est une arme secrète des Anglais. C'était en fait un personnage test pour Miss Marple, celle-là, tu vois.
Ouais, mais elle est absolument incroyable. Elle raconte une histoire aussi avec sa famille, avec un coffre, les bijoux Oui. de sa mère qui était. Il y a toute une histoire Un qui se truc dont- développe, mais. Un truc dont on se fout royalement. Hein, C'est on va clair. pas se le Ouais, cacher. ouais. Tu comprends. À un moment, Ouais, tu comprends. j'ai caressé l'espoir que ça ait un rapport avec l'enquête, mais non, c'est juste qu'elle avait envie de raconter sa vie. Oui, c'est ça, oui. Alors peut-être que Agatha Christie, peut-être aussi qu'elle elle lâche un peu les chiens sur ce genre de personnes. Ah, mais il y a des dans son chances. entourage. Il y a des Peut-être chances. bien, il y a des ouais, chances. En tout cas, Catherine reçoit une lettre de Poirot qui se propose de lui rendre visite. Et elle reçoit également un courrier de Knighton qui passe bientôt la voir. Mademoiselle Weiner le pense d'abord surtout intéressée par l'argent de Catherine, mais elle se ravise à sa rencontre. Elle se dit vraiment, lui, il est vraiment amoureux d'elle. Ouais, c'est le repas est pas mal. Ouais. Pendant ce temps, Poirot dîne avec un certain Joseph Aaron, qui lui parle d'une actrice, Kitty Kidd, qui savait jouer aussi bien les femmes que les hommes. Il parle aussi de Mireille, danseuse relativement jeune dans le métier, mais très en vue, et qui arborerait ces derniers temps un superbe rubis en parure. Et qui est maintenant maîtresse du Premier ministre de je ne sais plus quel pays. Poirot retrouve ensuite Catherine le temps d'un dîner, et ils échangent leurs impressions. Poirot est désormais L'ex-Premier ministre de Grèce. Persuadé que Derek n'est pas le meurtrier. Il passe ensuite voir Van Aldine et Knighton pour les convier à prendre le train bleu afin de démêler l'affaire. Et entre parenthèses, ça y est, c'est le moment de la réunion finale. On sait que C'est ça, c'est ce que Poirot tu m'as dit. aime de toute bien façon. réunir tous les protagonistes. T'es arrivé à ce moment-là avant moi. On lisait en parallèle Ouais, dimanche Il après-midi. convoque tout le monde. c'est ça. Il faut qu'il fasse une petite démonstration en fait. C'est ça. Il sait pas résoudre une enquête, tu vois, il sait pas écrire une lettre pour donner ses conclusions. Il faut que ce soit devant un public. Ah, il faut qu'il Voilà. fasse son show. Exactement, le poireau chaud. Ce meilleur. Le titre. Oh, le titre. Oh, bro. Oh, bravo. Oh, bravo. C'est ça. Votre numéro, il marche très bien. Hein. Vous avez un numéro, vous pouvez faire les cabarets et tout faire. Vous. Ça, c'est 13 ans d'interaction, tu vois. Voilà. Oh, là, ça ne te regarde pas, ça sait comment on va réagir de l'autre côté, c'est magnifique. Alors que Poirot reconstitue les faits à sa manière très particulière, il révèle que la personne que Catherine Gray a vue quitter le train à Lyon, un jeune homme à casquette, était en fait Ada Mason, soit Kitty Kidd. Quant à Knighton, il sait en réalité qu'il s'agit du marquis. Mais il a fait un truc dans le train pour démontrer ça aussi avec... C'était par rapport à l'accès Oui, c'est ça. au wagon. Il y a une C'est histoire ça. de... Parce qu'Ada Mason a dit à Poirot que quand elle avait quitté le train, Ouais. le contrôleur avait gardé les billets comme c'était normal et qu'elle avait pu sortir sans problème de la gare. Et donc là, quand il reprend le train bleu avec Van Aldine et Knighton, ils essayent à un moment de descendre. Et même Van Aldine se dit, mais il est complètement taré ce Poirot parce qu'il est fait descendre du train vite, il faut sortir du train, machin. Et ils sont coincés par un contrôleur sur le quai qui veut les empêcher de sortir en disant, vous n'avez pas vos billets, prouvez-moi que vous avez bien payé votre trajet ou je vous donne une grosse amende. Et du coup, il fait, bah non, mais c'est bon, c'est pas grave, du coup, on va retourner dans le train. Et là, j'ai fait, ah mais ouais, non mais punaise, mais la femme de chambre, elle a dit qu'elle était sortie comme ça, alors que là, eux, ils ont la même situation, ils peuvent pas. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre un peu aussi que Adam et Sam étaient compétents. Comment Van Aldine regarde Poirot parfois comme une sorte d'imbécile. De vieillard dilatique, ouais. d'illuminé. Bah, Voilà, illuminé. En fait, tous ceux qui interagissent avec Poirot, à un moment donné, se disent franchement, la réputation du gars, elle est un peu surfaite, quoi. Le gars, il fait un peu n'importe quoi. Et je trouve qu'il y a un petit côté, mais vraiment de très loin, mais je sais pas si t'as vu la série Dirk Gently. Le détective holistique, c'est-à-dire c'est un mec qui fait un peu n'importe quoi et qui compte plus ou moins sur le hasard pour le mettre sur les bons indices. Et Poirot, finalement, c'est un peu cette impression-là qu'il donne, mais ce n'est vraiment qu'une impression. Parce que lui, il a vraiment sa méthode qui peut sembler saugrenue, mais il sait exactement là où il va. Ouais, il maîtrise tout. C'est vrai qu'on découvre toujours après. Mais il n'hésite pas parfois à faire profil bas quand on lui rentre un peu dedans. Et après, il a sa victoire. Quand il démontre son intelligence supérieure, c'est vrai qu'il a un ego. Poirot, et j'aime bien, c'est toujours sa revanche. On sent que il n'hésite pas à dire oui, donc j'ai fait. Il répond pas, il passe pour un imbécile, et après il a sa revanche. Et après il jubile, quoi. C'est ça. Ouais, on sent jubiler. On sent la jubilation, quoi. C'est ouh, je vais t'avoir, mon petit. Après, c'est un mec qui, tout au long de ses enquêtes aussi, s'est souvent servi
du fait qu'on le sous-estime Oui. pour parvenir à ses fins. Et comme en plus il a un orgueil démesuré, je pense qu'à chaque fois il doit vraiment prendre sur lui pour ne pas dire sur le coup, mais tu vas voir comment je vais t'éclater, minable. Tu vois. Oh, il le sous-entend souvent. hein. Mais à C'est la, jamais dit clairement, mais tu te rends à compte. la que- fin, il y a quand même toujours un petit tacle pour dire, dis donc, Eh oh. c'est pas toi qui doutais de moi à un moment? Je fais confiance à Ah. Papa Poirot. L'américain va beaucoup s'excuser aussi. Ouais. Ouais. Donc, Ada/Kid et Knighton étaient donc complices. Ils ont inventé ou couvert cette histoire de descente à Paris de Mason ainsi que l'homme du quai. C'est Ada encore qui a indiqué au contrôleur, sous les habits de sa maîtresse, qu'elle comptait s'isoler. Avec une perruque dont Poirot a trouvé quelques cheveux sur une couverture. Exactement. En réalité, Ruth était déjà morte et fut défigurée après coup pour que le contrôleur ne se rende pas compte de la supercherie. L'étui à cigarette appartenait à Knighton, et Ada inventa donc cette histoire de cadeau de Ruth à Derek. Le plan initial était de faire accuser Armand, mais Derek était d'autant plus une cible intéressante qu'il semblait avoir les faveurs de Catherine, dont le marquis commençait à tomber amoureux. Donc Knighton, oui. Oui, donc le coup de la défiguration, j'ai eu du mal à comprendre le principe, mais en fait c'est juste parce que Ouais. Ada a montré son visage au Ça contrôleur. m'a semblé quand elle assez était, gratuit aussi, ouais. Bah en fait c'est juste pour pas Ouais, que le c'était- contrôleur se rende compte quand il découvre le corps que c'était pas elle qu'il avait vu le soir quand ça. il... C'était pas Il clair. il a annoncé C'est ça, quoi. un élément horrible pour dire de rendre le crime plus atroce, peut-être. Et en fait, les figurer à coups de poing, faut y aller très fort, quoi. Après, il précise... Ouais, il précise que justement, Armand c'était un mec... comment dire? C'était un escroc. À l'inverse, le marquis, c'est vraiment un criminel de la pire espèce Ouais. qui tue Qui a déjà tué plus d'une facilement fois, parce quoi, que c'est c'est vrai. dans sa nature, on va dire, quoi. Il explique aussi quoi que les escrocs sont vraiment des tueurs, un peu comme ça. Ouais, tout à fait. Ça, c'était un peu avant, ouais. Donc, quant aux bijoux, c'est donc Knighton qui les a acheminés à Nice. Kid se chargeant de la livraison. Un faux se trouve d'ailleurs en possession d'un ministre grec, alors que le vrai est exhibé par Mireille, ou alors, justement, c'est ce faux que Mireille pense vrai, on sait pas trop. Finalement, on sait pas trop ce qui est arrivé au vrai. En tout cas, épilogue. Suite à ces révélations, Poirot est retourné sur la Côte d'Azur et il s'entretient avec Lennox. Et il débriefe un peu la situation et il révèle que Derek a été relâché et a filé à St. Mary Lead retrouver Catherine, aux grandes dames de Lennox, qui était amoureuse de lui et qui se dit que son tour ne viendra jamais. Et toujours Poirot qui retrouve tout de suite son côté protecteur. Non, t'inquiète. Et Poirot qui lui dit ayez confiance dans le train, mademoiselle, car c'est le bon Dieu lui-même qui le conduit. Parce qu'il disait que l'amour était un voyage en train interminable dont on ne voit jamais arriver la destination, quelque chose comme ça. La vie est comme un train, ouais. J'avais cité sur Twitter, j'avais trouvé une citation qui était bien, c'était la vocation. L'amour, c'est comme la vocation, ça vient avec l'âge, ou un truc comme ça. Oui, il y a une super citation dedans. Mais c'est vrai que, ouais, à la fin, alors par contre, ouais, qu'il va épouser Catherine, c'est quand même un salopard. Enfin, au début, on le présente quand même, Rousse, elle a beaucoup souffert avec lui. Ouais, mais ils expliquent le que Rousse l'a épousée parce que son père a refusé qu'elle épouse le comte de la Roche et il fallait bien qu'elle se marie avec quelqu'un pour avoir la paix. Ouais. Donc elle l'a épousé dans un but, Par c'est d'être dépit. libérée de son père. Ouais. Et que lui, il l'a épousée parce qu'il avait besoin d'une fortune. Donc c'était un mariage sans amour et sans intérêt. Enfin, Puis on évoque aussi, il y a aussi l'idée qu'elle a sans doute couché avec la Roche, qu'il y a quelque chose à un moment. On évoque qu'elle est plus, en fait, elle est plus sur le marché matrimonial. En fait, là, pour l'époque, elle est plus, elle a plus cette valeur. Pardon, elle a plus cette valeur. Vous entendez? Ouais. Ben, en fait, c'est ça, c'est que finalement, enfin, après, c'est pas pour autant excusable, mais la manière dont c'est présenté, c'est que, en gros, le premier. chacun avait son intérêt dans le mariage, Ouais, mais pas un intérêt. et puis que le l'un envers le l'autre. premier coup de canif dans le mariage, c'est pas Derek qui l'a donné, quoi. Non, voilà, c'est elle. Elle a continué l'aventure avec le comte de la Roche tout en ayant épousé Derek, qui lui a servi d'alibi, D'ailleurs, en fait. Elle est pas très positive. Le personnage est un peu capricieuse. Ouais, complètement. Ouais, détestable. Ouais, un peu. Bon, après, en même temps, le père, il est complètement irraisonnable. Enfin, il lui laisse tout, il ça, lui il le offre dit, le ouais. bijou. C'est ça. À un moment, ouais. Il le un dit peu- qu'il lui laisse tout passer. Hein. Et donc, c'est une capricieuse, ouais, une riche américaine capricieuse qui voulait avoir un titre nobiliaire. Quoi.
Tout à fait. Du coup, maintenant qu'on a tout révélé, on peut chacun donner son avis sur le roman. Donc, David, on t'écoute, qui voulait développer sur ce que tu avais bien Vas-y. aimé, ce que tu avais moins Ouais, bien aimé. moi j'ai beaucoup aimé Lennox et sa maman, comment Lennox arrive à montrer la cupidité de sa mère, comment elle conseille aussi Catherine. Elle lui dit à Catherine, ne soyez pas dupe. Moi j'aime bien Lennox par rapport à sa maman et sa mère qui prend des taquets par sa fille et qui réagit pas. En fait, c'est rien. Non, mais sa mère, elle la est complètement fille, écervelée, en fait. C'est... Ouais, c'est volé. Il y a d'un cynisme. Elle dit à Catherine, ouais, fais de l'argent avec l'interview, fais-toi interviewer. Il y a quelque chose de l'arrivisme de Oui, certaines complètement, catégories oui. qui est intéressante. Lennox, j'ai beaucoup aimé. Après, Catherine, alors c'est un personnage qui est parfois, alors ça fait la fille pauvre qui gagne de l'argent, mais qui reste, comment dire, qui a des bonnes valeurs par moment. Elle va donner de l'argent quand même. Alors, Qui elle a une reste histoire de humble. cousin lointain. Voilà, la famille de la vieille qui est morte, c'est ça, demande de l'argent, mais le notaire lui dit, bah, de toute façon, ne faites pas ça, ils n'ont aucune chance de gagner en procès. Mhm. Mais elle va quand même leur donner de l'argent. Ouais, elle dit qu'elle elle leur Les doit bien pauvres, ça, c'est de la famille. les pauvres, les pauvres sont forcément bien. Enfin, il y a Elle a un quelque chose certain qui honneur. m'énerve. Elle a un peu ce Ouais, côté, mais elle a un peu ce côté parfait, quoi. voilà. Et puis un peu un côté, ouais, c'est une sainte. Quand on la regarde, elle a un petit côté presque, ouais, parfait. C'est une sainte. Elle supporte les vieilles dames, mais elle comprend que la vieille dame peut être insupportable. Parce qu'elle a dû morfler. On sent quand même que la première était pas facile. Mhm. Oui. Et que celle qui a ce. Alors, je comprends pas pourquoi elle se réfugie là-bas. En plus, chez elle, elle a de l'argent pour avoir une propre maison. C'est ça. Oui, mais je te Ouais, dis, mais elle aime bien les elle a vieilles. pitié de cette pauvre dame qui se retrouve toute seule, je pense. Ouais, mais elle a pitié des gens qui l'aiment pas, c'est effrayant, quoi. Mais je pense Quelque qu'elle l'aime chose, bien, Je sa pense qu'elle Mrs. aime bien, Wheeler. Je pense mais qu'elle elle l'aime est, bien, mais... c'est l'amour vache, tu vois. C'est. Oui, c'est vrai qu'elle l'aime bien, mais on a l'impression qu'en fait. Mais c'est très particulier, Catherine. Tu sais, C'est très particulier. c'est comme la grand-mère qui va dire à sa petite fille Ah, t'as pris du poids, dis donc. voilà, hein. de reprendre 3 fois du gâteau, mais qui après va lui dire, ah, dis donc, t'as quand même un petit peu grossi. Bah, à ton avis, à qui la faute, hein? Bon. Mais c'est un peu ça. Mais sinon, le roman un peu long, peut-être, la mise en place un peu longue au début. Ouais, moi aussi, j'ai Peut-être. trouvé très long. Ah, c'est long. J'ai trouvé ça très Poirot long au arrive très départ. tard d'ailleurs. Ouais. Il arrive très tard, Poirot, à la moitié du livre. Ouais. Ouais, je comprenais pas, j'ai dit, Poirot n'arrive pas. C'était une mise en place très 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 longue. C'est pareil, l'histoire de début, là, de la remise, un peu dans une pièce, un peu sombre, des bijoux. Ça m'a fait penser, Bah, au début, moi, ça m'a fait penser à Jean Ray et Harry Dixon. Harry Dixon, je sais pas si vous connaissez, mais non. il a écrit à peu près à la même époque. Et en fait, il pompe un peu à tout le monde, mais il invente aussi son style, et ça fait penser à le Londres brumeux dans les bas-fonds de Whitechapel. Mm. Il y a un cliché au début. Mais globalement, le roman, il est un peu trop long, quoi. Parfois, elle aurait pu raccourcir, elle aurait pu l'améliorer, mais elle n'était pas en état de le faire. Donc, tu as dit, a priori, psychologiquement, elle remontait pas la tête. C'était un peu dur pour elle à Donc, cette période-là, ouais. ouais, donc on sent presque le roman de l'autrice qui a besoin d'écrire pour repartir. C'est peut-être pas son meilleur moment, mais elle écrit. Elle écrit et elle va peut-être débloquer quelque chose. Mais c'est pas un mauvais. Ouais. Il y a des moments, je partais un peu dans toutes les directions. Je me demandais, mais pourquoi tout ça, comme défigurer la victime, tu vois, ça, à un moment, je pense qu'il fait. Ça part un peu, voilà. Mais il y a toujours quelque chose d'agréable. Il y a toujours un moment où tu te dis, ouais, c'est bien. Il y a une ambiance, il y a un portrait ou un dialogue. Il y a quelque chose qui te fait dire, bon, ouais, c'est quand même bien. C'est la fin, bon, ouais. Mais c'est un peu, c'est pareil, Kitty, comment ça s'appelle, Kitty, l'ancienne artiste de cabaret. Kitty Kid. Ouais, là, c'est un peu le Deus Ex Machina. Ouais, c'est Moi, vrai que ça arrive un peu sur. Bah, et surtout, ça réutilise. Mais que Poirot, il pense aussi. Comment est-ce qu'il a pensé à ça, Poirot? Ouais, et quoi puis ça réutilise un petit peu, tu vois, les tropes qu'Agatha Christie aime bien. À savoir, tu vois, les dissimulations d'identité, Ah, tout bah, ça. évidemment. Enfin, aussi, Yes. un truc qu'elle adore faire et qu'elle a encore mis en place là, c'est le fait que une des circonstances du meurtre qui semble établie est en fait maquillée. Mm. Notamment, je me rappelle, alors c'était dans le meurtre de Roger Ackroyd où en fait
La bergère. quasiment toute l'enquête est basée sur le fait qu'on pense que le meurtre a été commis à une heure Ouais. bien précise, alors qu'en fait, Bah non, la parce véritable heure a été cachée. Bah c'est Et ça. une Ouais. fois que tu trouves ça, et ben en fait, Tu débloques tout, ouais. tous les chevaux. C'est le principe du fonctionnement de Poirot, de trouver quel est l'élément qui n'est pas à sa place et que si on l'enlève, on retrouve tout le déroulé correct. Ouais. Et aussi, juste une chose, c'est le chapitre, tu sais, quand le secrétaire va voir le beau-fils pour Mhm. proposer une somme d'argent, il y a le futur, le gendre qui lui dit, et vous, que feriez-vous à ma place? Ou que pensez-vous de ce que je refuse? Et le secrétaire lui dit, mais je vous admire pour ça ou quelque chose. Il lui dit ça, il lui dit, vous êtes admirable de refuser. Et là, moi, ça fait tilt. Je me suis dit, pourquoi? Et en avançant dans l'histoire, quand on a commencé à deviner que, tout de suite, je me suis dit, j'ai fait la relation avec cet élément-là. Je trouve que cet D'accord. élément-là, il est très bizarre. Très bizarre quand il tombe dans la discussion. Pourquoi le secrétaire lui dit, je vous admire de refuser la proposition c'est qui était finalement C'était 100 000 très bizarre. livres et je pense que du point de vue d'un salaire de secrétaire, 100 000 livres, c'est énormément d'argent, tu vois. Je pense que moi, j'ai interprété comme ça. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose de faussé dans le personnage. Il y a quelque chose de faux. Oui. Oui, parce qu'il fait un personnage bien, tout propre sur lui, honnête, digne de confiance. Donc, est-ce que c'est trop tôt? Je sais pas. Moi, je trouve que c'était très tôt dans le roman. Après, ça fait partie, Voilà. je pense, des petits cailloux qui sont semés tout du long du roman, et que si on arrive à les suivre, on arrive aussi à dérouler le fil des choses. Ça c'est un peu le problème par contre des romans. Enfin, le problème ou l'intérêt des romans d'Agatha Christie, selon comment tu te positionnes, c'est que finalement, t'as tellement de petits cailloux que faut vraiment choisir les bons, quoi. Parce que si tu prends pas les bons petits cailloux, après t'as un sac de cailloux et tu sais plus quoi en faire. Tu te dis, C'est très très lourd. tu dis putain, mais oui, j'ai plein d'indices, ils ont rien à voir entre eux, que se passe-t-il? Ouais, mais c'est parce qu'en fait, il y en a c'est des vrais indices, il y en a c'est des faux indices, il y en a c'est des vrais faux indices, il y en a c'est des faux vrais indices. Donc faut bien choisir la couleur, quoi, faut les... C'est pareil, il joue beaucoup des ellipses. Elle fait pas mal d'ellipses, notamment avec Aaron, quand tu vas voir le passage là où il va voir Ouais. Aaron. Mhm. On sait pas, mais pourquoi autant de temps passe? Bah, faut le temps Même pas une que- petite explication. Je pense qu'il a fallu le temps que Cherche. Poirot trouve un peu des idées et sache dans quel côté les chercher. Mais comment il trouve une artiste de cabaret? Je sais plus. Et là, il explique pas, hein, quand il va voir Aaron, l'impresario, là. Ouais. Alors peut-être c'est par Mireille, peut-être, je sais pas. Peut-être qu'il y a une intuition par Mireille qui est une artiste aussi. Bah, il aime bien les Là, il y a un comédiens. petit- Déjà dans les 4, il avait trouvé que c'était un comédien parce que la capacité à se grimer, la capacité à endosser d'autres personnalités. Peut-être que du coup, comme il n'arrivait pas à trouver la personnalité et de reconstituer qui pouvait être cette personne, il s'est dit, mais est-ce que peut-être il n'y a pas une autre personne qui est déjà impliquée qui aurait joué ce rôle-là? Hmm. Il me dit, peut-être. Hein, Ouais, peut-être. je ne Ouais, fais... peut-être qu'on arrête. Non, je sais pas, c'est Poirot qui Ouais. sort Kitty Kid et qui interroge Aaron à ce sujet-là, mais on sait pas pour quelle raison. Excuse-moi, je t'ai coupé. Ouais. Non, mais sans doute c'est peut-être ça aussi. À un moment, Poirot, dans ses hypothèses, se rend compte qu'il doit y avoir une autre personne. Oui. C'est-à-dire que Mais c'est si, peut-être ça. Il a pensé au déguisement parce que Avec Lennox, Oui. j'arrive Lennox, pas. ouais. Lennox lui dit mais c'était peut-être quelqu'un de déguisé en fait qu'on a vu sur le quai. Ah ouais. C'est Lennox qui donne cette idée-là et donc je suppose qu'après il a cherché en disant qui peut bien être déguisé. En fait, C'était un jeune homme, silhouette relativement mince, c'est peut-être bien une femme et du coup c'est comme ça qu'il arrive à Elle peut-être l'a à se aidé, dire. elle l'a aidé à deux moments, enfin justement Ouais. dans cette conversation-là, peut-être avec la fausse identité, mais aussi avec les circonstances, enfin cette histoire de manigance sur le quai et de personnes qui s'éloignent. Donc effectivement, je pense que elle l'a mis sur la piste. Et puis ce qu'elle lui dit de toute façon, je pense qu'à ce moment-là Poirot réagit, elle lui fait qu'est-ce qui se passe? Elle fait vous m'avez Oui. donné une idée quoi. C'est ça. En fait, on se rend compte que Poirot, c'est les autres qui déclenchent, qui mettent l'étincelle, quoi. C'est ça. 2 fois, je crois. Ça arrive 2 fois, je pense. Il y a- Où Poirot, en fait, il remercie, il dit, c'est grâce à vous. Bon, en fait, il est un peu nul. Hein. On peut se le dire maintenant. Ah ouais, c'est tout. On peut se le dire. Ah oui, Franchement, mais s'il n'y a Poirot, pas les autres, il fait rien, quoi. Non, c'est l'inspecteur Gadget en moins beau, quoi, mais L'inspecteur gadget à moustache. moustache. Ok. Delphine, ton avis? Delphine, elle est outrée qu'on ait Excuse-moi, comparé Hercule Poirot à l'inspecteur gadget. Et surtout Ouais. mal à Ah, moi, la j'ai gorge, peur de elle me fait rien. rire comme ça me... Bref. Moi, j'ai
Pas mal. J'ai plus aimé. En fait, j'avais lu déjà que Agatha Christie avait détesté ce roman. Et du coup, j'ai été agréablement surprise par rapport à ce que j'en attendais. Je l'ai lu il y a très longtemps, ça c'est clair, je m'en souvenais plus très bien. Et donc, non, j'ai été relativement agréablement surprise par l'histoire malgré tout, que bah, c'est du Christie, quoi, il n'y a pas de doute. J'ai beaucoup aimé les dialogues, comme d'habitude. J'ai toujours trouvé cette façon de construire les personnages en les faisant parler, et pas par la description. J'adore cette manière de faire, en fait. Où on comprend toute l'essence des personnages en lisant leurs dialogues, et pas en ayant une description à rallonge. J'aime beaucoup cette façon de faire. J'ai bien aimé Miss Grey, moi, je la trouve... c'est sûr qu'elle est parfaite et chiante, mais j'ai un faible pour ce genre de personnage, c'est tout, quoi. Et j'aime aussi, surtout, le fait qu'à un moment, quand il discute avec Catherine, à la fin, Poirot s'ouvre en disant mon cher Hastings me reproche d'être une huître, et bien avec vous, je vais essayer de pas être une huître. » Et donc elle parle, ils discutent ensemble, et il y a des moments, elle fait « Mais Poirot, là, vous êtes en train de refermer votre coquille. » Il fait « Ah oui, excusez-moi. » Et hop, il s'ouvre, et il lui dit des choses qu'il n'aurait pas dites à Hastings, par exemple. Et j'ai beaucoup aimé cette façon-là de faire un peu évoluer le personnage de Poirot, et de nous montrer un autre aspect. Et ce que j'ai trouvé positif aussi, c'est que finalement, l'histoire qui m'a semblé longue à mettre en route finit par être prenante, et à la fin, moi, j'avais envie de savoir. J'avais envie de comprendre le déroulé, de comprendre le raisonnement de Poirot, de me dire qui est pourquoi j'ai l'impression que c'est Knighton le coupable, mais pourquoi c'est lui en fait. Et tout ça m'a vraiment emmené dans l'histoire. Par contre, oui, effectivement, c'est relativement long à mettre en route. À un moment, j'ai vraiment cru que j'arriverais pas à accrocher. En fait, j'arrivais pas à me lancer dedans. C'est pour ça que je l'ai fini que dimanche, parce que j'ai eu beaucoup de mal à me lancer dedans. À un moment, j'ai eu l'impression qu'il y avait trop de personnages. Je ne m'y retrouvais plus. Qui est qui, quand, comment, pourquoi, c'était vraiment trop. Et les clichés à l'appel, quoi. C'est vraiment le truc qui était... Au bout d'un moment, c'était trop. Voilà. Et toi, donc ? Alors, moi, en fait, je ne savais pas que c'était, quand j'ai commencé à lire, que c'était un roman enfin, une aventure d'Hercule Poirot. Mais je te l'avais dit. Je t'ai pas écouté. Oh, comme d'habitude, quoi. Mais voilà. La communication dans le couple, c'est important. Hein, voilà. Ouais. Et si bien que les chapitres passants, j'ai commencé à me dire, mais vraiment, mais où elle veut m'emmener ? Parce qu'en plus, on passe de personnage en personnage. On passe d'abord Van Aldine d'abord les gens qui ont les rubis, après Van Aldine, après sa fille, après le gendre, après Catherine Grey. Tu dis, mais où on va ? Alors d'un côté, c'est un aspect très plaisant, parce que je trouve qu'elle prend quand même bien le temps de dépeindre ses personnages, et qu'elle essaie à tous de leur accorder un peu d'attention, parce que même Van Aldine, qui est décrit comme un millionnaire à qui rien ne résiste, et qui est prêt à écraser tout le monde sur son passage, on le décrit bien quand même comme ayant des faiblesses, notamment par rapport à sa fille, tout ça. Donc il a quand même un côté touchant. Derek, pareil, on dit, bah voilà, c'est un salaud qui plaît beaucoup aux femmes, il en profite. Et pourtant, il exprime qu'il est quand même malheureux dans un mariage où il sent qu'il est pas aimé. Ouais. Donc ça, j'ai bien aimé. J'ai trouvé aussi que, en termes, tu parlais de la description des personnages par les paroles et non par les descriptions. Moi, je trouve qu'au niveau des descriptions, elle a fait vraiment d'énormes progrès. Et il y a vraiment des moments où elle garde toujours cette capacité à décrire une scène ou un personnage en quelques phrases. C'est ça, ouais. Mais je trouve que ces phrases sont de mieux en mieux tournées et de plus en plus élégantes. J'en ai pas noté, mais je sais que des fois, je dis « Ah, ben là, c'est vraiment une jolie phrase. Enfin, ça amène quelque chose. » Ouais, mais il y avait que ça. Et après, tout le reste du personnage se construit autour de cette phrase par la façon de le faire agir et interagir. Mais ça suffit, en fait. Enfin, voilà. Tu vois, c'est comme... T'as un gros plan, t'es au cinéma, t'as un gros plan sur un personnage, du coup, t'as une impression visuelle première, et après, tu le vois agir. Et c'est presque un procédé cinématographique, en fait, qu'elle emploie dans sa manière d'écrire, je trouve. Donc ça m'a plu. Après, bah, moi, comme j'ai un petit cœur de midinette, bah, le triangle amoureux, je voulais savoir. Moi, j'étais team Derek, donc je me disais... oui, moi aussi. À un moment, je me disais, Knighton, il est en train de... J'ai cru que Knighton, ça allait être lui. Et surtout quand elle l'invite à St. Mary Mead. Et en fait, non, c'était juste pour confirmer une impression qu'elle avait eue, qu'elle a fait ça. Bah, il y avait ça, et puis il y avait le fait que plusieurs fois, on dit que vraiment, ils discutent à bâton rompu, alors qu'avec Derek, c'est toujours un peu... Il y a toujours un peu une réticence, parce que la situation est compliquée, tout ça.
Je m'étais dit, ah ouais, bah, et puis en plus, entre guillemets, il est plus, ça- il est plus de son milieu. Ça me fait penser Que à la Derek. mystérieuse affaire de Styles aussi, où il y a une histoire comme ça d'amour qui est compliquée par la situation, Ouais. où les deux protagonistes ne se révèlent pas leurs sentiments avant la fin parce qu'ils ne peuvent pas à cause de la situation, justement. Et là, pour le coup, Poirot, il s'est planté parce qu'il avait plutôt. Je pense pas. Il essayait de pousser Grey vers Knighton plutôt que vers Derek. À un Je moment. pense qu'il l'a poussé vers Knighton pour essayer de faire se révéler Knighton. Hmm. Pour moi, je l'ai jamais vu vraiment pousser. C'est parce que tu penses que Poirot est infaillible. Peut-être. Moi, je pense que quand il s'agit d'amour, Poirot est faillible, comme chacun d'entre nous. Ouais. Moi aussi, je pense que Poirot là-dessus. Ouais. Ouais. Et après, Ouais. quant à l'enquête, bah moi, du coup, finalement, l'enquête et le meurtre, je trouve que c'est finalement assez secondaire par Dans rapport à l'histoire, tout le ouais. décorum, par rapport à toute l'histoire. Mhm. Donc, On est plus, ouais. Ouais, l'enquête, c'est l'enquête finalement est assez bateau, j'ai envie de dire. Oui. C'est pas, elle est pas. C'est du Poirot classique. Voilà, elle est pas nulle, mais elle est pas Mhm. renversante. Mais après, ouais, ça vaut vraiment pour la galerie de personnages, pour le petit côté des paysans, j'imagine pour les Anglais. La Riviera. Le petit côté La des French paysans de la Riviera. Riviera, tout ça, c'est. Puis c'est vrai qu'ils te décrivent ça d'une telle manière que même toi, t'as envie d'y aller en tant que D'ailleurs, nordiste. hein. on a oublié de préciser Ah pour ouais. les auditeurs qui ne le sauraient pas, ce que les Anglais appelaient la Riviera, c'est la Côte d'Azur en fait. Tout ce qui va de Nice, Cannes et tout ça. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a un petit côté étude de mœurs. Ouais, Oui. ouais, sur certains points, comme la vieille insupportable. Mais en fait, il y a une vraie, je pense qu'il y a une vraie volonté de décrire un monde l'Angleterre C'est sûr. C'est ça. rurale. Et Templin, pareil, c'est les arrivistes, l'arrivisme de certaines parties de la bourgeoisie anglaise. Et il y a de ça, il y a de ça. Ouais, je pense qu'il y a un côté étude de mœurs qui est très intéressant. Par contre, les Français, qu'est-ce qu'on prend cher? Mais qu'est-ce qu'on prend cher? C'est Mais clair. toujours. Mais tu sens qu'il y a quand même de l'affection. Ouais, mais elle aimait beaucoup la France. hein. Mais les personnages sont souvent assez secondaires, mais Ouais. ils sont voilà, ils sont français, c'est-à-dire ils ont des défauts mais on leur pardonne. Tu vois? Voilà, ils sont gentils. Ils ont un beau pays, donc c'est bien. C'est ça, C'est ça. c'est leur francitude, ils y peuvent rien. Ok, bah du coup je pense qu'on a fait le tour des avis, sauf si Ouais. vous avez encore des choses à dire. Plutôt positif finalement. Bah oui, moi j'ai pas. J'ai préféré celui-là à les 4. Ah, clairement, Clairement. les quatre c'était quand même assez pénible. Oui. Et moi, du coup, je rejoins un peu. Moi, tu me l'as dit après coup, qu'elle considérait que c'était l'un de ses pires, voire son pire roman. Pour l'instant, je sais pas vraiment le ressenti que j'en ai eu. C'était pas le meilleur, clairement. Oui, mais c'est ça pas se non laisse plus, suivre. Voilà. Voilà quoi. Le talent, je pense qu'il fait que elle a le talent là, et ça tient la route. C'est son talent qui fait tenir la route. Ouais. Mm. Elle a développé vraiment quelque chose et elle arrive à faire tenir en équilibre précaire, mais elle fait tenir en équilibre son histoire. Bah, c'est Je pense que c'est ça. qu'elle Ouais. c'est ce que Delphine, je pense que tu vas dire justement à un moment. Parce que là, on va aborder la place de l'œuvre dans la vie d'Agatha Christie. Et dans la post-phase du roman, ils disent qu'à partir de ce roman-là, elle a compris qu'elle pouvait écrire de manière alimentaire et que ça marcherait quand même. Quoi. C'est ça, ouais, exactement. Voilà. Bah, du coup, je Donc, t'ai voilà. fait la transition. Ah, la place de l'œuvre dans la vie d'Agatha Christie. Alors, on a vu dans l'épisode précédent que Les Quatre, le roman donc précédent d'Agatha Christie, a été écrit à partir de nouvelles assemblées d'un roman parce que Agatha Christie n'était pas capable d'écrire autre chose. Elle traverse une période difficile de sa vie, sa mère est décédée et son mari la quitte pour une plus jeune. Ça l'a tellement bouleversée qu'elle a même faim de disparaître quand elle a compris que son mari la quittait vraiment. C'est la fameuse période de la disparition d'Agatha Christie dont j'ai longuement parlé dans l'épisode consacré au roman Les Quatre. Donc suite à ces événements, Agatha et Archie sont définitivement séparés. Pourtant, elle refuse encore ardemment le divorce, elle considère que c'est une faute grave. Elle va finir par céder quand Archie menacera de révéler les vraies circonstances de la disparition de sa femme. Puisque je vous ai dit, on n'a pas su avant les années 1990 ce qui s'était réellement passé. Et elle ne veut absolument plus jamais subir les assauts des meutes de journalistes. Et donc, la mort dans l'âme, elle se résout à accepter le divorce. Il est prononcé le 28 avril 1928, mais il faudra encore attendre 6 mois pour que ce soit effectif légalement. Les Quatre a connu un certain succès. Il a même eu plus de succès que le meurtre de Roger Ackroyd, et c'est certainement dû aux circonstances de sa publication, juste après sa disparition. Et Agatha est donc attendue au tournant pour la suite. Elle a aucune envie d'écrire, c'est vraiment le cadet de ses soucis, mais elle doit se rendre à l'évidence, elle a besoin de rentrée d'argent pour pouvoir s'acheter une nouvelle maison, pour pouvoir vivre toute seule, puisqu'elle n'a plus les revenus de son mari.
Elle poursuit son travail de romancière et propose à son éditeur un autre roman qui s'appelle Le Train Bleu. Elle l'a écrit pendant un voyage aux Canaries en février 1927. Elle avait décidé de partir accompagnée de sa fille Rosalinde et de sa secrétaire gouvernante Carlo. Elle espérait pouvoir écrire et renouer en même temps avec sa fille Rosie, mais elle est en fait déconcertée par son enfant qui est très mûre, très calme, peu imaginative, tout le contraire d'Agatha quand elle était petite en fait, et qui surtout idolâtre son père. La petite la dérange pendant qu'elle travaille avec Carlo, et Agatha regrette qu'elle ne sache pas s'occuper seule comme elle-même le faisait au même âge. Et elle a en plus l'impression que sa fille lui reproche le départ de son père et leur séparation. Autant dire qu'elle n'a pas beaucoup apprécié le voyage. En 1926, elle avait écrit les grandes lignes d'un mystère qui se déroule en grande partie dans le train qui relie Calais à Nice. C'est un train principalement emprunté par de riches Anglais qui vont passer l'hiver sur la Côte d'Azur, et donc il est surnommé le train bleu à cause de la couleur des luxueux wagons couchettes qu'il comporte. Et c'est l'histoire qu'elle choisit de poursuivre pendant ses vacances studieuses. Elle va aussi s'inspirer d'une nouvelle avec Hercule Poirot qu'elle avait écrite en 1923 qui s'appelle L'Express de Plymouth. Plymouth ou Plymouth ? Je sais jamais. Essaye. Plymouth. Et donc, en fait, malgré l'expérience de cette première ébauche, l'écriture du roman va être très très difficile pour l'autrice. Elle avait juste l'impression de ne plus savoir écrire. De créer un roman bourré de clichés, donc banal et inintéressant. Dans son autobiographie, elle dira vraiment comment je vins à bout de ce satané bouquin, je me le demande encore. Je n'éprouvais aucune joie à l'écrire. Comme sa fille vient régulièrement la solliciter, elle et Carlo, elle se sent observée et elle a l'impression que la fille de 8 ans la juge. Elle se sent ridicule, elle hésite et elle bafouille dans sa dictée à sa secrétaire. Donc vraiment, elle a subi l'écriture du roman. Toute sa vie, de façon, Agatha Christie va dénigrer le roman qui est vraiment celui qu'elle a le moins aimé écrire et dont elle a le plus subi la création. Elle dit avoir du mal à comprendre comment on a pu aimer cette histoire. Je suppose, en tout cas, que le moment de l'écriture a bien entendu joué un rôle dans ce ressenti. Et on retrouve d'ailleurs dans le roman des portraits amers, peu amènes envers les jeunes filles qui se laissent séduire par les mauvais sujets, par les hommes de mauvaise réputation sans honneur. On trouve même son aversion pour le divorce dans la manière dont elle en parle dans le roman. Elle dira de la remise du manuscrit à son éditeur que ce fut le moment où elle cessa d'être un amateur pour devenir professionnelle. Elle accepte l'écriture comme sa profession, comme ce qu'elle devra faire pour vivre, qu'elle ait envie ou non, et qu'elle aime ce qu'elle écrit ou non. Ce qu'elle appellera sa machine à saucisses est lancée. Elle devient capable d'écrire des romans les uns après les autres, comme une machine qui débite des saucisses, les unes après les autres, sans interruption. Elle est vraiment pleinement écrivain professionnel. Ou bouchard charcutière. La double compétence peut Vu être le nombre de intéressante. personnes qu'elle a assassinées, je pense qu'on peut l'appeler bouchère aussi, Bah oui. Ah ouais, viande froide et tout ça. C'est ça. Donc, des petits trucs en plus. La dédicace du roman est adressée to the two distinguished members of the OFD, Carlotta and Peter, c'est-à-dire pour les deux distingués membres de l'OFD, Carlotta et Peter. Carlotta, sa fidèle secrétaire, et Peter, le chien de sa fille. L'OFD, c'est The Order of the Faithful Dogs, donc l'ordre des chiens fidèles, qui représente donc les plus fidèles qui sont restés près d'elle pendant les moments difficiles. Et dans sa correspondance, elle oppose ce OFD à The Order of the Faceless Rat, donc c'est-à-dire l'ordre des rats sans foi qui lui ont tourné le dos pendant les moments difficiles. Quand même, on sent un certain ressentiment dans tout ça. Oui, tu sens qu'elle est... Après, c'est difficile, c'est un divorce. Je veux dire, on connaît tous des gens qui sont passés par là, et ceux qui s'ouvrent de cela, on sent vraiment que c'est une épreuve pour eux. Donc, qu'en plus, t'as la manière, t'as un moyen de trouver un exutoire et que t'as le talent pour le faire. Voilà, complètement. À un moment, ça transparaît dans ton œuvre, c'est obligatoire. Exactement. Un autre petit truc que je l'avais... Pardon ? Ça lui a fait du bien, je pense que c'est une catharsis, ça a dû lui faire beaucoup de bien psychologiquement de sortir tout ça. On a aussi un autre petit truc, le village, comme on l'a dit, de St. Mary Mead, où vit Catherine Grey, sera plus tard le lieu de vie de la célèbre Miss Marple. J'ai remarqué que le chef de train s'appelle Pierre Michel, tout comme le chef de train dans Le Crime de l'Orient Express. Mais il semblerait que ce ne soit qu'une simple coïncidence. Ce que nos chers amis du roi Stephen appelleraient le chapeau à nom. Ouais, ça fait vraiment ça. Attends, il nous faut un gars un peu français. Vas-y, Pierre Michel. C'est bien, ça marche. c'est ça, ouais. Ça marche. C'est français, ça. C'est ça.
Ça, c'est très français. C'est clair, Tu ouais. l'as déjà utilisé. Mais non, Ouais, non. aucun risque. Aucun risque. Et en fait, si Agatha Christie a pu écrire aussi bien sur ce train, c'est tout simplement parce qu'elle a à de nombreuses reprises voyagé dans le train bleu, notamment en compagnie de son ex-mari. Il faut savoir que quand quand j'ai lu le roman, je me suis mis sur YouTube, j'ai trouvé ça, c'est de l'ASMR, mais c'est Agatha Christie, l'Orient Express, c'était dans un train. D'accord. Et en fait, et c'est excellent. Ça t'isole et c'est très bien fait, ça D'accord. dure 3 heures. Mhm. Et j'ai fait ça, et ben ça marchait très bien, ça fonctionne très très bien. Il y a le même pour Hercule Poirot, t'es dans le bureau d'Hercule Poirot, t'entends, faut trouver ça sur YouTube, c'est vachement bien fait. D'accord. Ça Oui, parce s'appelle ASMR Agatha Christie. C'est Pour très une bonne partie du bouquin, j'avais comme ambiance 2 enfants qui jouent, c'est pas du tout le même. Oui, là c'est autre chose. Mais C'est c'était plus pas- familial, c'est plus C'était plus convivial. familial, exactement. Mhm. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On n'a pas beaucoup plus à dire de ce roman qui a été un roman, on va dire, charnière dans sa considération de sa carrière. On va donc maintenant parler des adaptations. Pour notre part, on en a vu une seule, mais on va en parler après. Voilà. Donc il y a assez peu d'adaptations pour cette œuvre, qui n'est clairement pas une des meilleures d'Agatha Christie, ainsi que l'autrice elle-même l'a reconnue, et qui du coup n'est pas non plus un matériau de prédilection pour une adaptation. Il y a quand même eu une bande dessinée de Mark Piskitch, on va dire, de la collection Agatha Christie en 2006, et ensuite l'épisode 1 de la saison 10 de la série Agatha Christie's Poirot en 2005. C'est celui que nous avons tous les 3 vu. Ouais. Parfait. Et Je l'ai vu il y a 1 heure. 2 heures. Ah bah, Voilà. alors vas-y, Il y a du coup, vu que c'est toi qui a on te laisse, Ah. qui a la, on te laisse qui a diriger la tout vie ça, le plus vas-y. frais, bon On pas beaucoup réagira avec parce que nous ça. on l'a vu il y a moins d'une semaine, mais On l'a vu hier soir. Ah, moi je l'ai vu. Voilà, moi je l'ai. Alors d'entrée, ils ont absolument tout retravaillé. Complètement. On sent immédiatement. Voilà, et ça là, le roman. Enfin, Agatha Christie n'aimait pas le roman. Les scénaristes, à mon avis, non plus. Donc ils ont retravaillé. Mais moi je trouve que enfin, j'ai bien aimé. En fait, j'ai bien aimé. J'étais surpris, bon, je regarde, mais par exemple, même Templin, elle est sympathique. Oui. Elle est moins antipathique dans le roman. Oui, ok, elle est arriviste, enfin, elle veut opportuniste, elle veut profiter, mais elle le dit clairement, quoi. Elle le dit à la fin, Elle notamment. l'assume là, ouais. Elle l'assume. Lennox, c'était un peu moins bonne. Le personnage de Lennox est beaucoup moins bon. Moi. Mais globalement, j'ai trouvé ça plutôt bien fait. C'est plaisant. Alors, c'est complètement différent. ouais. Et sur plein de Euh, points, oui, c'est clair. Ouais, il y a des trucs un peu surprenants. Il y a même une scène à moitié érotique sur le cadavre, pas loin du cadavre de la victime, Oui. à un moment. Ouais. J'étais là, j'ai longtemps que j'ai pas vu du Poirot, je me dis qu'est-ce qui se passe C'était un peu. C'est rare, C'était hein, je sais vraiment pas, un peu- ce genre de scène. Ça faisait Sailor et Lula, un petit peu. Ouais. À ton avis, à quoi se il y avait- réfère le poireau? Ouais. Oh Eh ben justement, à un moment, il y a une On va perdre phrase des auditeurs là. On va perdre des auditeurs. Oh la vache, c'est familial hein, ce podcast. Je me détache de ceci, hein, c'est bon. Je me Il y a- désolidarise. Désolidarise, oui. Ouais. Si, il y a une scène aussi où on propose une somme d'argent comment ça s'appelle au beau-fils, ça y est, le nom m'échappe. Derek. Derek. Et Derek, et à un moment, vous avez vu ce qu'il dit Non. à propos de la tromperie. Ah bah, vous revoyez parce qu'il dit. Mais j'aime ma il parle de femme. son impuissance. Non, il parle de son impuissance à un Ah moment. bon? Ah ouais. Il dit depuis que je bois, mon meilleur compagnon, il n'est plus prévoyant. Vous verrez, et putain. revoyez la scène. Et j'étais là, je regardais l'écran, je me dis, attendez, c'est bien ce qu'il a dit. Il faut la voir. Parce qu'à un moment, D'accord. il évoque l'infidélité. Et vous verrez, c'est la scène dans l'escalier où, notamment, à un moment, on voit aussi le secrétaire qui fait une clé de bras. Ouais. À un moment, le D'accord, secrétaire fait une clé de bras et on voit là qu'il est. C'est un soldat, quoi. C'est un soldat. Ah, il était soldat, Et, ouais. ouais. Et on voit que ça. Et à un moment, juste avant que vous écouterez ce qu'il raconte, et je me suis arrêté, mais oui, il a effectivement dit ça. En fait, il déclare qu'il ne peut plus la tromper parce qu'il est impuissant. Ah d'accord. Depuis qu'il boit. Ah bah, Il est alcoolique, hein. moi, je, Oui, il est alcoolique dans le... moi, je l'ai pas capté parce qu'en plus, pour donner un peu des détails sur notre visionnage, on avait commencé à le voir En streaming, ouais. en streaming et en français. Ouais. Et Celui après- que t'as dû voir, ouais. Voilà, qui était avec une qualité assez faible. Et après, Delphine a trouvé une version en VO
mais bien meilleur en termes de qualité. C'était à peu près dans ces eaux-là, donc c'est possible qu'on On ait était loupé le plus passage, ennuyé par les voix ou autre Par chose le- que Bah, il y avait ça, puis en plus, moi j'étais perturbée par les. Mais pourquoi changements. les personnages sont ensemble là maintenant? C'est pas normal. Mais pourquoi ils se Oui. voient avant de prendre le train? Et j'étais Ouais. tellement perturbée par tout ça que j'ai Mm. pas fait attention à En tout. fait, ils ont enlevé le premier tiers du roman, enfin toute la préparation, ils Oui. l'enlèvent. Quasiment, ça ouais. enlève complètement. Oui, Mais globalement, même le personnage, le mari de Tamblyn, il est bête, mais pas méchant. Enfin, il est plutôt plus sympathique. Bah, dans le Il y a bouquin, quelque Loulou, il est chose. pas méchant non plus, hein. Ouais, il est presque insignifiant. Ouais, il est un Ouais. peu con, quoi. bah, moi par contre, c'est un Ouais, truc. ouais, il est- C'est un truc qui m'a vraiment frappé. C'est-à-dire que en ayant vu le début avec les voix françaises et la suite en VO, d'habitude on dit plutôt des bonnes choses sur la VF. Là, très honnêtement, toutes les voix des femmes Elle les était font passer insupportable, pour hein. des cruches. Ah, complètement. Et c'est très accentué. Marie, je la trouvais insupportable parce elle fait que glousser. Lennox, c'est vrai. Lennox qui est quand même Marie, un c'est personnage assez Ouais. intéressant et très Ouais. assez cynique. Ouais. En fait, dans Oui, le tout à roman, fait. là, elle est aussi écervelée que sa mère. En fait, elle est comme ça. Tout à fait. Il y a juste un moment où elle fait Ouais. preuve d'un acte de courage Ouais. Quand elle mord l'agresseur, voilà, quand Marie se Ouais. fait agresser. c'est Elisabeth. Mais même là, Catherine, même pardon. là, Catherine, pardon. ouais. Même là, elle a inconséquente après. Oui. Quand elle se penche, même elle rigole, c'était excitant, c'était Ouais, bien. Il y a une exactement, tentative de exactement, part, quand même. exactement. Bah, c'est ça, ouais. Après, pareil, Knighton, je le voyais quand même beaucoup plus jeune. Enfin, Oui, pour moi, dans le moi roman, aussi, il est oui. décrit comme plutôt jeune. Par contre, Tout à fait, ouais. il y avait un truc qu'on n'a pas abordé dans le roman, et c'est l'impression que ça m'a fait. Je me suis demandé, attention, hein, je vais ouvrir une polémique, est-ce que le personnage de Knighton aurait pas un peu inspiré celui de Kaiser Soze? Parce, Nom de Dieu. parce, Oh, que bah, le tu vas chercher loin, toi. parce que le criminel qu'on ne soupçonne jamais à cause de sa claudication, Ah oui. et qui à la fin on dit « Ah bah ouais, mais en fait les gars, Il boite pas vraiment. ça fait des années que je fais semblant de boiter, comme ça je peux commettre mes méfaits sans que personne ne me Tu vas capte. chercher loin. Enfin, Ah, tu demandes ouais. au scénariste du joueur. Ah, l'hypothèse est intéressante, ouais. Ah ouais, parce qu'on même on y est, hein. Qu'en Il évoque pensez-vous, même nos dans le roman. auditeurs? Ah ouais. Ah, l'hypothèse est intéressante. Ouais. Ah ouais. T'es fier de C'est toi, là. Kaiser Soze sur la Riviera. C'est ça. Non mais en fait la similitude m'a frappé parce que sur le coup c'est vrai que Knighton, en fait très honnêtement j'avais oublié cette histoire de claudication Ouais, moi parce que aussi, ouais. le gars se fabrique un alibi, ok, mais finalement, enfin moi je le soupçonnais pas parce qu'il était boiteux, parce que simplement j'avais pas suivi la bonne piste. Donc tu vois, enfin lui il s'est quand même construit une couverture pendant plusieurs années parce qu'il dit même qu'il a rencontré Poirot. Ouais. Qu'il l'a fréquenté sur une autre affaire, enfin en tout cas qu'il l'a vu à l'œuvre sur une autre affaire. Donc Poirot le connaissait en tant que boiteux, et même lui, Poirot, il a été abusé au moins pendant un temps, même si ça a fini par lui mettre la puce à l'oreille. Ouais, l'histoire du. Ce qui lui a mis la puce à l'oreille, c'est C'est l'histoire du chirurgien. D'abord que il a été soigné dans l'hôpital de guerre de la Première Guerre mondiale que tenait Lady Templing, et qu'ensuite il était parti à Londres pour se faire soigner par un chirurgien, oui. Ouais, Et c'est puis là, que- donc, et quand puis il que est allé le voir le chirurgien en était- question. Ouais, et qu'il était surpris qu'il ait Qu'il des boite séquelles encore, comme oui. ça, en fait. Ouais. Tout à fait. En tout cas, Mais en plus, ouais, vas-y. dans l'adaptation, il y a aussi un truc très bizarre, là, l'histoire de la maîtresse de Van Aldine, Ah oui, qui l'envoie séduire Mais ouais. direct. il y a- Déjà sa maîtresse, l'histoire avec sa femme qui est dans un couvent, qui est bonne dans un couvent parce qu'elle a. Oui. Qu'est-ce qu'elle a fait avec sa fille? Elle l'a envoyée dans une caisse. Dans je une sais valise, pas elle l'a mis quoi. dans une valise. Non, elle l'a mis dans sa valise pour rentrer en Amérique du Sud. C'est Elle ça. l'a mis dans la ouais. valise et la petite a failli mourir. il y a Mais ça. ouais, il y a ça. Ça sort Il y a d'où aussi la relation catapultée entre Catherine Gray et Van Aldine, parce que du coup, le père de Ils se Catherine connaissent, Gray ouais. Enfin, travaillait pour Ah Van Aldine, oui. et que du coup, Van Oui. Aldine a revendu l'entreprise. Enfin, il avait racheté et il a licencié des gens, alors que le père de Catherine Gray s'était engagé à ce qu'il n'y ait pas de licenciement. Il y a plein de trucs qui sont C'est pour rajoutés et qui n'apportent rien, en Aucun fait. sens. Non. Si, à part pour avoir des suspects supplémentaires. ouais, quoi. c'est ça, quoi. Oui, C'est oui, tout. oui, tout à fait. Juste C'est pour permettre à Poirot de Ouais. passer de suspect en suspect pendant la révélation finale.
Comme la scène finale, la révélation finale, elle est étonnante par rapport à un Poirot. C'est violent, il y a de la Oui. violence, mais c'est vraiment très violent. Ouais. Et même la fin, puis, quoi, la mort de, ouais, la fin. du marquis à la fin. Tu fais, mais c'est. Pourquoi c'est très étrange. Mais et à part ces trucs-là, je trouve que l'ambiance est bonne, moi. L'ambiance, j'ai bien aimé l'ambiance. Et cette histoire aussi rivière, finalement, c'est pas plus du tout la même victime. Enfin, c'est la même victime, mais pas parce qu'elle devait être victime à la base. C'est Catherine qui était le. Ouais. J'ai même pas compris pourquoi c'était Catherine qui était la cible au départ. Jalousie. Parce que, en fait, l'amante Ah, de la bonne, Marquis ouais. elle voit que, en fait, il tombe amoureux. Et c'est la pure vengeance. Ouais, parce que du coup, Pure vengeance. cette histoire de Ruby devient aussi très accessoire, quoi. Mhm. Bah, bon, Aucun intérêt. Ouais, en gros, c'est vraiment une refonte, une relecture. Il y a Pour des faire choses un qui épisode sont de la série, je pense vraiment, un ça n'a pas peu d'autre intérêt. Quoi. améliorées, mais par contre, il y a Ouais. aussi des choses qui sont un peu inutiles, qui n'apportent pas grand-chose, je trouve, à l'histoire de manière générale. Complètement, ouais. Si, par contre, Derek est vraiment détestable. Ouais, Ah, Derek est complètement, ouais. complètement détestable, et du coup, il n'y a pas du tout d'histoire d'amour avec Marie, quoi. Avec Catherine, pourquoi tu l'appelles Alors, je sais pas Marie pourquoi je veux l'appeler Marie, moi. Bah, j'en sais rien. Parce que Non, elle pas du habite tout. à Sainte-Marie, je pense. Mais par contre, qu'il est amoureux, là, il découvre qu'il est Mais sincèrement il est amoureux c'est le d'elle. secret. Ouais, ouais. Amoureux, il est amoureux de sa femme, là. Il était amoureux de Ruth, Ouais. réellement. C'est Pourtant, ça. la scène du bal où il vient lui parler, mais c'est un connard, quoi. Un énorme. Et puis Poirot, Et c'est- et là par contre Poirot est un peu troublé quand même par Catherine parce que quand elle lui fait un bisou, il est vraiment en mode qu'est-ce qui m'arrive quoi. Et par contre, le vent qu'il met complètement à Rousse, la première rencontre, c'est énorme. J'ai pas Quand vu. Rousse arrive avec son père, il rencontre Poirot avec son père, elle la rencontre à l'hôtel à Londres. Mhm. Et elle vient le voir, elle dit je suis votre admirateur. Il la regarde, il sourit, il lui dit merci, puis il s'en va. Ce truc est énorme. Cette scène est énorme. Poirot ah ouais, la vache, c'était vraiment bien ça. Mais globalement, j'ai bien aimé l'ambiance. Ils ont raccourci un peu l'histoire, ils donnent un peu plus d'intrigue. Par contre, ouais, la résolution, l'épisode de violence sur la résolution d'une énigme à la Agatha Christie, pour moi, c'était pas Agatha Christie, quoi. C'est jamais violent. Hein. Voilà. Il y a C'est une pas la première où fois c'est où violent, ils- c'est dans. Ah, mais je peux pas vous le dire. Enfin, si, c'est beaucoup plus tard, Ah, dans tu les parles. vacances d'Hercule Poirot, à la fin, le, le coupable essaie d'étrangler Hercule Poirot. Bah, mais dans D'accord. les adaptations, c'est un peu plus fréquent. Ouais. On s'était aussi un peu étonné. Je sais plus si c'était dans L'Homme au complet marron ou Mr. Brown, mais d'une course-poursuite à la fin. Non, c'était dans le meurtre de Roger Ackroyd, la course-poursuite dans l'usine. Ah oui, ok, ouais, t'as raison. Donc tu as là aussi une course-poursuite, et puis après, avec le gars pareil qui finit par. Le gars qui est censé se suicider dans le roman, en fait, il finit par être tué par une cuve qui lui tombe dessus, quoi. Ah, c'est pas la même histoire. Bah non. Ah, c'est un peu particulier. Non, mais là, comme Poirot, je me dis, à un moment, je me suis dit, mais Poirot est pas très malin pour un détective. S'il connaît le coupable, pourquoi il le met à côté À côté de la. C'est un violent, ouais. Mais ouais, Bah c'est voilà, ça. et puis c'est un violent en plus, le marquis. Mm. Et, vraiment, il est violent. Pourquoi il se méfie C'est un pas, tueur. Il se dit, il Ouais, n'osera là, pas c'est- faire ça devant Poirot. Et si, Alors là, c'est possible. C'est possible. quoi. Avec son melon, oui, c'est possible. avec son melon. Et son chapeau. Mais surtout son melon. Un melon Par sur contre, un c'est vrai poireau, que- non mais c'est... Un melon sur un poireau, c'est une nature morte. C'est pas très beau. Hein. C'est pas terrible. Et ils ont éliminé complètement ouais, le côté antisémite. Enfin, ils ont viré Oui, bah, bien l'antiquaire. sûr, oui. Bizarrement. Bizarrement. Ils se sont dit, Ouais, ouais, c'est- l'antisémitisme. Oh. C'est... L'épisode C'est plus date quand trop- même de 2006, hein, de Voilà. 2005, donc de 2005. L'antisémitisme, on le garde ou on le vire On Bon, regarde on le verra. sel juif, là, c'est... Voilà, c'est ça. Non, ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que après, c'est pas si mauvais que ça. Ah, Il y a des c'est- trucs étonnants, mais Ouais. c'est pas un mauvais Hercule Poirot en série. Quoi. Oui, Ouais, c'est ça, vraiment. ça va dans la continuité de la série, quoi, c'est pas... Mais c'est une drôle d'ouverture de saison, quand même. Ouais. Ah oui, c'est vrai que c'est une ouverture de saison en plus. C'est vrai. Du coup, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour de la question, sauf si David, toi, tu avais encore des choses à rajouter par rapport à l'adaptation, par rapport au roman. Non, ça va. Ok, bah du coup, on va te remercier Oui, voilà. à merci nouveau de beaucoup. nous avoir Bien. tenu compagnie ce soir. Est-ce que tu peux nous rappeler où nos auditeurs peuvent te retrouver, même si pas vocalement?
Bon, merci de m'avoir invité déjà. Et moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter. C'est Lick, L-Y. LYC. Mhm. LYC, moi je me suis fait charrier. Bah, t'étais là, voilà. J'étais là. Je me suis fait, voilà, aux soirées de podcasteurs, voilà, je me fais moquer. C'est bien, c'est un monde impitoyable le podcast. Là, et puis aussi, en coup, j'ai fait, plus les de podcasts, podcast. je suis hébergé. Voilà. C'est un monde impitoyable. Ton Il y a univers des histoires et tout. impitoyable. Ouais, on pourrait faire des romans dessus. Sinon, je suis chez Vaudio. En fait, tous mes podcasts sont hébergés chez Vaudio. Donc, Les Yeux Clos, Alexom et Je déteste les podcasts. Ok, Qui est quand même le meilleur titre de podcast du monde. Complètement. Je tiens à le dire. très bien. Voilà. Très très bien. Voilà. Ben, C'est tout. merci à toi. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est moi? Vas-y. Je prends ma petite voix de... Vas-y, prends ta petite voix d'hôtesse Ah oui. d'accueil. Agatha Christie est un podcast du label Podcut. Vous pourrez nous retrouver ainsi que les nombreux autres podcasts du label sur le site podcut.studio et sur le serveur Discord de Podcut, où on vous accueillera avec plaisir pour discuter, il n'y a aucun souci, venez, vous êtes les bienvenus. Et vous pouvez également nous soutenir en participant au Patreon de Podcut. Agatha Christie est aussi présent sur les réseaux sociaux, sur Twitter @Agatha Christie, sur Instagram @Agatha Christie aussi, et sur Facebook il suffit tout simplement de chercher Agatha Christie, on n'est pas très très nombreux à s'appeler comme ça. Et surtout n'oubliez pas de participer à notre concours. Nous vous remercions de votre attention et nous vous donnons rendez-vous mercredi 26 octobre pour le prochain épisode dans lequel on retrouvera Tommy et Tuppence dans Le crime est notre affaire. À bientôt. Tu dis pas au revoir toi? Au revoir. Il est pas poli. Il est pas très poli. Non, non, t'as Je me vu ça? suis fait désirer. Mais j'ai vu ça, ouais. Il fait son poireau. Il fait son poireau. Ah oui, ces petites cellules grises ont fait du bon travail aujourd'hui.